Frontières, votre média d'enquête. Présent sur le terrain. Vous propose des enquêtes exclusives. Là où d'autres médias préfèrent rester silencieux. Le tout à retrouver dans nos magazines. Et sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Abonnez-vous à Frontières. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct sur CNews 100% Frontières jusqu'à 13h. Bonjour Éric Tegner. Bonjour Johan, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, nous allons parler des annonces de Sébastien Lecornu attendu en fin de journée. Il devrait annoncer des mesures pour permettre aux Français de faire le plein de carburant. On verra ce qu'il en est très précisément. Nous parlerons également d'Emmanuel Macron qui, à 11h15, nous suivrons cela en direct sur CNews. 11 ans après les attentats de Paris en 2015, Emmanuel Macron va décorer les forces de l'ordre qui sont entrées dans le Bataclan pour faire face aux terroristes. De tout cela, il en sera question juste après l'essentiel de l'actualité. Bonjour Somaya Labidi. Bonjour Johan et bonjour à tous. Édouard Geoffroy monte au créneau contre les violences dans le périscolaire. Le ministre de l'Éducation va proposer un projet de loi créant, je cite, une liste noire des agents écartés pour des raisons de comportement inappropriés avec des élèves mais non condamnés pénalement, des agents qui ne pourront plus être repris à l'Éducation nationale. On poursuit avec ce chiffre qui fait froid dans le dos. Selon un décompte publié aujourd'hui par l'ONU, environ 7 900 migrants sont morts ou portés disparus sur les routes migratoires dans le monde l'an dernier. Un chiffre toutefois en deçà du record de 9 200 enregistré en 2024. Et puis une deuxième réunion entre Israël et le Liban prévue ce jeudi à Washington. Des négociations rejetées par le Hezbollah, mais qui pour le président libanais Joseph Aoun sont inévitables si le pays veut mettre fin à la guerre sur son territoire. Merci beaucoup Somaya. Pour nous accompagner avec Éric tout au long de cette émission, nous accueillons Jules Torres, Hélène Rouet. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Également présent Amine El-Bailly. Bonjour Amine, soyez le bienvenu. Gérald Olivier, bonjour, vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis. Bonjour. Bonjour à vous. Et nous accueillons également Michel Fayad, géopolitologue, ainsi que Mathieu Vallée, député européen et porte-parole du Rassemblement. Bienvenue également à tous les deux. Nous serons donc dans quelques minutes, dès qu'Emmanuel Macron prendra la parole en direct de l'Élysée, pour, je vous le disais, décorer les forces de l'ordre qui sont entrées en 2015 dans le Bataclan pour faire face aux terroristes. Avant cela, des annonces sur les aides au carburant, à la fois sur le prolongement éventuel des mesures déjà mises en place et peut-être sur d'autres idées seront faites par le Premier ministre Sébastien Lecornu aujourd'hui en fin de journée. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'économie qui était ce matin l'invité d'RTL. On a une réunion avec le Premier ministre, il nous a demandé de lui faire des propositions pour le mois de mai, à la fois sur le prolongement éventuel de ces mesures et peut-être sur d'autres idées. Le Premier ministre a dit, notamment, il s'intéressait, j'allais dire de près, au sort des gros rouleurs qui sont en première ligne face à cette crise. Les gens qui utilisent leur véhicule dans le cadre professionnel et qui, du coup, se retrouvent face à des hausses de prix. Donc les commerciaux, les infirmières libérales, par exemple ? Écoutez, on va annoncer ça. Le Premier ministre va les annoncer en fin de journée. Réunion à 16h30 pour lui présenter nos idées. Il va arbitrer, comme on dit, et les annoncer dans la foulée. Mathieu Vallée, après avoir beaucoup réfléchi, manifestement, le gouvernement a des idées pour faire baisser la facture. Vous êtes rassuré ? Ah non, pas du tout. J'étais venu sur votre antenne il y a 3 semaines. On était déjà à créer une commission, à avoir des réflexions sur ce sujet-là. Vous savez que nous, c'est très simple. On propose de baisser la TICPE, donc sur cet acronyme barbare, c'est la taxe sur les produits énergétiques, sur le carburant, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les taxes, c'est 60% du carburant. Et on propose aussi de passer la TVA de 20% à 5,5%. Ça veut dire quoi concrètement ? Un plein de 40 litres. On va entendre Jordan Bardella. Ça fait 88 € et on passe à 70,20 €, 17,20 €. On va entendre Jordan Bardella. Mais j'essaie d'être concret, monsieur Ezaï. J'ai pas entendu concret de monsieur Lescure. D'ailleurs, il paraît très décontenancé. On lui demande qui sera concerné, sur quelle durée, sur quel montant. On verra ce soir avec la Macronie. On attend toujours de voir ce qu'on doit voir, mais finalement, j'ai peur que après les promesses, il y ait des paresses. Ce que vous dites, c'est comme d'habitude, c'est une sorte d'effet d'annonce, des belles promesses, et il n'y aura rien derrière. Oui, mais puis il faut qu'ils disent comment ils vont le financer aussi. Nous, on avait proposé un contre-budget l'année dernière sur différentes dépenses que je peux vous redire ici, parce qu'évidemment, vous avez entendu peut-être 2 choses. La crise va nous coûter 6 milliards d'euros, c'est ce que M. Lescure disait ce matin, et on nous dit que l'État va geler 4 milliards d'euros de dépenses, mais encore une fois, on ne sait pas quel ministère, sur quelle dépense, sur quel périmètre. Moi, est-ce que je veux savoir si les policiers et les gendarmes auront moins de moyens ? Est-ce qu'on pourra leur acheter moins de véhicules ? Est-ce qu'on pourra entretenir moins de commissariats ? Pareil pour l'hôpital aujourd'hui, qui est dans une situation calamiteuse. Donc, on a encore une fois
aucune annonce précise. On a des effets d'annonce, mais on n'a pas d'annonce précise. Bon, Jules Torres, ce qu'on sent quand même manifestement, c'est que le gouvernement est un peu au pied du mur. Il a travaillé dans la précipitation parce qu'il y a une pression à la fois des oppositions et une pression populaire aussi, puisqu'on nous dit manifestement que cette crise énergétique, et c'est Michel-Édouard Leclerc qui le disait hier sur CNews, les prix des carburants ne baisseront pas de sitôt. Il disait pas avant 6 mois. Donc le gouvernement, là, il est contraint de réagir rapidement. Il est obligé. C'est vrai qu'on disait depuis 2 semaines qu'on était dans une sorte de temporisation et on ne la comprenait vraiment pas au vu des mesures qui ont été annoncées dans un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Sébastien Lecornu, il est quand même assez économe de sa parole depuis qu'il est à Matignon. Il ne parle pas beaucoup. Donc s'il convoque à 16h30 cette réunion et puis ensuite pour parler, c'est évidemment qu'il veut annoncer certaines choses, j'imagine, et en tout cas j'espère, qu'il ne nous fera pas le même discours que l'autre jour sur l'électrification, qui est un sujet évidemment extrêmement important, mais qui est important sur les 30 prochaines années. Là, le sujet, c'est de répondre à l'urgence, et c'est sans doute ça que le gouvernement a perdu. Je vous rappelle qu'il avait parlé pas vendredi dernier, mais le vendredi d'avant. Donc 2 prises de parole en 2 semaines pour Sébastien Lecornu. C'est quasiment du jamais vu depuis qu'il est en poste à Matignon. Donc a priori, cette réunion pourrait déboucher sur des annonces, mais encore une fois, avec ce gouvernement, il ne vaut vraiment pas faire de paris. Jordan Bardella a été ce matin l'invité de Laurence Ferrari dans la grande interview CNews Europe 1. Lui a des annonces à faire. En tout cas, il y a des propositions à faire. Voilà ce que ferait le Rassemblement national s'il était aujourd'hui aux responsabilités. La situation qu'affrontent les Français depuis plusieurs semaines est une situation extrêmement préoccupante avec des niveaux à la fois au diesel et au gasoil qu'on n'a jamais connu depuis de très nombreuses années. Donc nous demandons, nous, de manière très claire, la baisse de la TVA sur le carburant de 20%, vous l'avez rappelé, à 5,5% pour la TVA, et une baisse, je vais y venir sur les dépenses, et une baisse de 16 centimes de la TICPE, ce qui fait qu'avec les mesures que nous souhaitons mettre en place et que nous mettrions en place si nous étions à la place d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, c'est 25 € sur un plein de 50 litres en moyenne qu'on rend directement aux Français. Bon, Éric Tegner, je ne sais pas si c'est réaliste, vous allez nous le dire, mais au moins le Rassemblement national a des propositions. Il propose la même chose depuis très longtemps. Est-ce que c'est réaliste ? Oui, et il ne le propose pas depuis le tout début de cette crise. Il le propose en effet depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Vous savez, au moment du déclenchement des Gilets jaunes, c'était à 1,50 € le litre. Aujourd'hui, on est au-dessus des 2 €. Donc ça n'est pas démesuré en termes d'économies qui sont faites. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut aider aujourd'hui, ce sont les travailleurs. On pense évidemment aux infirmières, on pense aux auxiliaires de vie, on pense à tous ceux qui prennent la voiture le matin pour aller travailler. Et moi, c'est ce qui m'inquiète dans les mois à venir. Vous savez, le gouvernement réfléchit déjà à aller trouver 16 milliards d'euros d'économies pour l'année prochaine. Et dans ces 16 milliards d'euros d'économies, ils veulent notamment réduire l'exonération patronale jusqu'à 3 SMIC. Vous savez, c'est ce qui avait permis de nombreux chefs d'entreprise de recruter, de permettre de faire en sorte de se désmicardiser. C'est-à-dire, on va vous augmenter, vous faire passer à 2 000 € net, peut-être 2 200 € net. Et c'est ça qui va être très directement impacté. C'est-à-dire cette petite classe moyenne aujourd'hui qui travaille, eh bien, qui va être impactée dans les mois à venir, parce que là, on parle des problématiques où en fin de mois, vous avez 50 ou 100 € supplémentaires et c'est difficile. D'ici quelques mois, on va parler de la recrudescence du chômage, des investissements qui vont être réduits et effectivement, tous ces infirmiers libéraux, de commerciaux, etc., qui à un moment donné, ça va leur coûter plus cher d'aller travailler que de rester chez eux. Hélène Rouet. Moi, je suis très pessimiste quant à la réunion de cet après-midi, tout simplement parce que j'ai écouté ce que Roland Lescure a dit ce matin sur RTL, et en réalité, il nous a déjà donné plein d'indices. Donc, ceux qui disent qu'il faut baisser la TVA, ils mentent. De toute façon, vous mentez aux Français. Donc voilà, Mathieu Vallet, vous êtes informé. Ça, c'est la première information. Vous êtes en forme, Hélène Rouet. Ensuite, Roland Lescure, il dit « Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd ailleurs » pour évidemment se dédouaner du fait que l'État serait un profiteur de crise. Et enfin, la dernière phrase qui, selon moi, est la plus importante, c'est « Profiter de cette crise pour changer la France en profondeur et électrifier les transports ». Donc, il donne en fait l'intégralité de ce qui va être dit cet après-midi. Donc oui, on va profiter de cette crise pour électrifier donc sur le long terme nos transports. Voilà. Alors je précise aux téléspectateurs que vous avez une petite vignette qui est apparue en bas de votre écran, image en direct de l'Élysée, puisque je vous rappelle qu'Emmanuel Macron s'apprête à prendre la parole pour décorer les forces de l'ordre qui sont entrées en 2015 au Bataclan et qui ont fait face aux terroristes. Nous allons en parler dans un instant, image en direct de l'Élysée. On poursuit cette conversation, Amine Elbaïs. C'est vrai, ce qui est contradictoire dans ce qu'a dit aujourd'hui le ministre de l'économie. Il dit Sébastien Lecornu va faire des annonces ce soir pour aider les Français à faire le plein de carburant, mais dans le même temps, il dit qu'il va falloir qu'on fasse 4 milliards d'euros d'économies. Donc c'est un peu contradictoire, on ne sait pas trop ce qu'il faut comprendre. Eh bien, c'est très compliqué à cela, et vous voyez d'ailleurs que la France, elle est un peu otage du quoi qu'il en coûte. Je rejoins
parfaitement Hélène Roué dans son analyse. Totalement, parce que l'idée du Rassemblement national qui est beau sur le papier est infaisable. Elle est infaisable juridiquement pour la raison suivante. Vous avez une directive de 2006 qui a été révisée en 2022 où la Commission européenne fixe le fait que la TVA ne peut pas être inférieure à 15%, sauf pour l'électricité et le gaz jusqu'en 2030, mais pas pour les carburants fossiles. Moi, j'entends ce que vous dites, pardon, mais c'est toujours impossible jusqu'à ce que ça devienne possible et qu'on le fasse. L'Espagne l'a fait. C'est toujours le même argument. L'Espagne l'a fait et la présidente de la Commission européenne a déféré effectivement cette mesure en expliquant au gouvernement espagnol que c'est totalement contraire au droit de l'Union et l'Espagne s'expose à une amende à hauteur de la baisse du montant de la TVA. Donc, moi, je préfère que cet argent aille dans les caisses de l'État plutôt que dans les caisses de l'Union européenne. Pardon, mais encore une fois, je ne veux pas être trop démago, mais si c'est pour aider les Français, qu'on n'a pas le choix parce que ça va avoir un impact sur la croissance, on aura une amende et on ne la paiera pas. J'en sais rien, mais franchement, c'est délirant là. Vous savez que pour expulser des islamistes ou des criminels étrangers dans des pays où on nous disait que c'était impossible, on nous infligeait aussi des amendes. Et pourtant, ça a été fait et on doit le faire. Au bout d'un moment, l'Espagne et le Portugal, Amine Baï, je suis au Parlement européen en tant que député, ils font un peu ce qu'ils veulent. Par exemple, sur les règles du marché européen de l'électricité, ils en sont sortis des règles et ils ne sont pas ponctionnés. Pareil pour l'Allemagne avec une baisse de 20-30% des factures d'électricité. Je vais même plus loin, Hélène Roué. Bon, d'abord, je ne suis pas un menteur, hein, j'essaie d'être honnête et de dire les choses avec le cœur. Mathieu Vallet, c'est Roland Lescure qui le dit, c'est pas moi. C'était ironique de la part C'était ironique, c'est Roland Lescure qui a dit ça. Oui, d'accord, ok, oui, enfin, Roland Lescure, il ferait mieux de faire des leçons de gestion plutôt que des leçons de morale aux partis politiques. Quand on voit le piteux État, ça va leur coller à la peau. Hein. Leurs 3 450 milliards d'aides, je suis désolé, mais quand on a été responsabilité, on ne peut pas dire c'est pas moi, c'est les autres comme d'habitude. Donc, je termine sur ça. Oui, nous, on se bat au Parlement européen. Avec la directive Omnibus, par exemple, on s'est battu pour faire baisser les normes qui pesaient sur les entreprises. Pareil pour la fin des véhicules thermiques en 2035, on l'a reculé, donc on ne gagne pas la guerre, mais on gagne des batailles. Et Jordan Bardella a demandé d'ailleurs à tous les groupes du Parlement européen de s'unir pour défendre le pouvoir d'achat et l'intérêt des constructeurs et donc des Françaises et des Français, parce que notre industrie, c'est nos emplois, c'est notre richesse, et derrière, c'est le pouvoir d'achat. Michel Fayad, est-ce que vous êtes d'accord à la fois avec Michel-Édouard Leclerc qui disait hier le prix des carburants ne baissera pas significativement avant 6 mois, sous-entendu, cette crise énergétique liée à ce qui se passe dans le Golfe va durer. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je pense que la guerre n'est pas finie et je pense que donc tout ce qui se passe n'est pas terminé. Et on se focalise uniquement sur le détroit d'Ormuz, mais il y a d'autres possibilités également. D'ailleurs, hier, il y a un oléoduc qui a été visé. Ça n'a pas tellement fait les premiers titres, mais ça a été visé. Donc, ce pipeline qui va donc de l'Azerbaïdjan vers la Turquie. Et ça aussi, c'est important pour l'Europe. Ça transporte plus d'1 million de barils de pétrole chaque jour. Donc, en plus du détroit d'Ormuz, il faut bien comprendre qu'il y a des infrastructures qui peuvent être visées, donc des oléoducs, des gazoducs, et également toute la production saoudienne qui est à portée de tir des Houthis du Yémen. En 2019, ils avaient paralysé 50% de la capacité de production saoudienne. Ils sont en mesure de paralyser 100%. Donc, il faut faire vraiment attention parce que les Iraniens et les Américains sont habitués à faire ce qu'on appelle en anglais un peu keep them disturbed, c'est-à-dire de nous focaliser sur quelque chose et de faire quelque chose d'autre. Donc aujourd'hui, on a tous nos yeux sur le détroit d'Ormuz. Ils pourraient faire autre chose. Et il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas en France, c'est qu'en France, on est focalisé, je l'ai expliqué hier, mais on est focalisé sur le prix du Brent. Mais en fait, le prix du pétrole qui sort du Moyen-Orient n'est pas fixé sur le Brent. Il est fixé sur donc une moyenne entre la plateforme de Dubaï et la plateforme d'Oman. Et ce prix est à 5 à 10 $ au-dessus du Brent. Donc quand on parle du Brent, on est en dessous de la réalité en termes de coût, vous voyez. Et le pétrole, aujourd'hui, ce baril de Brent, il est à 95 $, ce qui est un niveau quand même tout à fait élevé. Exactement. Donc vous rajoutez 5 à 10 $ et vous voyez vraiment le coût qui existe aujourd'hui au Moyen-Orient. Donc je comprends que vous nous dites effectivement que la crise va durer et donc potentiellement que le gouvernement a raison de vouloir réagir. Reste à savoir ce qu'il va faire. La question du financement notamment de la proposition du Rassemblement national, moins 25 € pour chaque plein pour les Français. Comment est-ce qu'on finance ça ? À nouveau, Jordan Bardella a répondu à cette question posée ce matin par Laurence Ferrari. Il y a de l'ordre à remettre dans les finances publiques, il y a des économies à faire et les Français ne comprennent pas que chaque année, on trouve systématiquement de nouvelles recettes pour financer et accueillir une immigration toujours plus nombreuse, pour augmenter, comme ça a été le cas, de 6 milliards € la contribution de la France au budget de l'Union européenne, pour financer des éoliennes extrêmement coûteuses alors qu'on a besoin de relancer le nucléaire précisément pour retrouver une autonomie et une puissance en matière énergétique. Donc de l'argent mal utilisé, il y en a. Et moi, je souhaite effectivement qu'une partie de cet argent soit rendu aux Français parce que l'économie française dégouline d'impôts, la situation n'est plus tenable.
Bon, Éric Tegner, la vie, c'est ce que je dis souvent, la vie est faite de choix douloureux. Si on choisit de réduire certaines aides, de couper dans certaines dépenses, eh bien effectivement, on aura sans doute les moyens d'aider des Français qui en ont le plus besoin. Oui, parfaitement, mais malheureusement, la problématique, c'est qu'il n'y aura pas de grande réforme avant la prochaine élection présidentielle, si tant est qu'on a une véritable Il n'y en a pas eu depuis 10 ans, maintenant il n'y en aura pas dans l'année qui vient. Parce que la réalité budgétaire, aujourd'hui, elle est catastrophique. Il faut quand même noter que cette année, notre charge de la dette, c'est 75 milliards d'euros. C'est-à-dire que ça va devenir le premier budget de l'État. D'ici 10 ans, ça va être 150 milliards d'euros. On se concentre beaucoup, évidemment, aujourd'hui sur le pétrole, mais c'est une augmentation de l'inflation. L'inflation pourrait monter jusqu'à 4% cette année. C'est un phénomène de stagflation. C'est-à-dire que d'un côté, la croissance baisse, mais les prix ils augmentent. Les téléspectateurs le savent en règle générale. Les prix augmentent parce que la croissance augmente. Donc ils peuvent s'y retrouver. Ça ne va pas être le cas dans ce genre de fonctionnement. Et tous les économistes aujourd'hui, je ne veux pas non plus être catastrophiste, mais ils parlent d'un effet domino. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire que du côté des États-Unis, on voit qu'on est touché par le détroit d'Ormuz, on peut être touché par les États-Unis. Il y a une bulle sur l'intelligence artificielle et des capitaux qui peut exploser. Et donc c'est ça, je pense, qui fait que le gouvernement est tétanisé aujourd'hui. Parce qu'ils savent que des crises, il va y en avoir également d'ici la fin de l'année et qu'il y aura d'énormes contraintes budgétaires. Et en effet, il y a une immense responsabilité, mais tout le monde a compris que de toute façon, Emmanuel Macron, c'était terminé pour l'année prochaine. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un mantra, normalement, je pense, qui doit s'imposer, c'est la baisse d'impôts. Et c'est pour ça que la baisse des taxes, notamment sur le carburant, elle est essentielle, parce que c'est de dire, en fait, à un moment, le pays qui a le plus de dépenses publiques, c'est un pays qui doit facilement trouver des économies. Et à chaque fois, on est en permanence en train de nous dire, non, mais on ne peut pas. Gérald Olivier, si le gouvernement est amené à réagir, on verra de quelle manière ce soir. Mais en tout cas, il y a une promesse qui est faite par le ministre de l'économie. On verra si elle est tenue ce soir par Sébastien Lecornu. Si le gouvernement réagit, c'est parce que vous êtes d'accord, vous aussi, pour dire que cette crise, elle est durable et elle ne va pas s'arrêter avant, à minima, quelques mois. Ça, on n'en sait rien. Et en fait, c'est faux. Et M. Leclerc, dont vous parlez tout à l'heure, je ne sais pas à partir de quoi il vous dit que ça ne va pas baisser avant 6 mois. Cette crise, elle a commencé véritablement avec la guerre américaine et israélienne en Iran. Et en fait, le problème, c'est le détroit d'Ormuz. Si on veut ouvrir le détroit d'Ormuz, on peut l'ouvrir demain. Les Français, les Anglais, les Américains, les Israéliens ensemble, les Saoudiens, les Chinois, on peut très bien envoyer une flottille et on ouvre le détroit. C'est pas difficile. Militairement, c'est faisable. Tout le monde le sait. Là, on est en train de regarder le problème à l'autre bout. C'est-à-dire, on est victime du fait que le commerce mondial du pétrole a été pris en otage par l'Iran et on dit qu'on ne peut rien faire contre et donc on subit à l'arrivée en cherchant des moyens mais alors, pardonnez-moi, de limiter l'ardoise. Si c'est aussi simple que ça, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas compte tenu des conséquences économiques majeures que ça dans le monde entier? Il y avait une réunion vendredi au niveau européen, notamment entre Français et Anglais, justement pour évoquer des mesures pour ouvrir le détroit. Je rappelle que les eaux du détroit d'Ormuz sont des eaux internationales, qu'elles n'ont pas à être l'otage d'un pays. C'est un acte de guerre et une violation du droit international que d'empêcher le trafic maritime sur ces eaux-là. Et c'est l'Iran qui en est responsable. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une organisation au niveau international pour venir militairement forcer l'ouverture du détroit? Ça a déjà été fait en 88, je le rappelle. Oui, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, si M. Leclerc parle de 6 mois, c'est parce qu'il y a des contrats de pétrole qui sont signés sur plus long terme que des contrats juste de... En fait, il y a 2 types de contrats dans le pétrole. Soit c'est le contrat spot, on achète une cargaison par hasard, ou alors on signe un contrat long terme qui est d'1 an, de 5 ans, de 10 ans, etc. Et il y a des contrats que la France, que Total, que d'autres ont signés, qui sont des contrats spot. Et là, effectivement, il y aura un impact si, par exemple, la guerre s'arrête demain, le prix complètement change. En revanche, si on a signé un contrat à long terme, et là, c'est différent parce que si le prix était sur la base d'une moyenne qui changeait au fur et à mesure, oui, c'est étalé sur le plus long terme et donc le prix restera élevé sur 6 mois. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que régler le problème du détroit d'Ormuz, oui, s'il n'y avait que ça. Le problème, c'est que si les Américains, les Israéliens, les Européens, tout le monde vient pour libérer le détroit d'Ormuz, même les Chinois, parce que c'est les premiers concernés, en réalité, les Chinois. Le problème, c'est que les Iraniens agiront sur ce que je disais, sur les infrastructures, eux et les Houthis. Les Houthis peuvent frapper le Sumed, c'est le pipeline Suez-Méditerranée qui transporte vers l'Europe 2 500 000 barils de pétrole chaque jour. Les Iraniens peuvent frapper l'oléoduc, donc Bakou, Tbilissi, Ceyhan, qui transporte 1 million de barils de pétrole chaque jour vers l'Europe. Et il y a également du gaz, puisque Mme von der Leyen a signé pour que le gaz azéri vienne vers l'Europe, que les Iraniens peuvent viser, qu'ils ont déjà visé en début de guerre.
Il y a également la capacité de production du Qatar que les Iraniens ont paralysée à 15 à 17% pour les 5 prochaines années. Ils sont en mesure de détruire 100% de la capacité de production du Qatar, du gaz naturel liquéfié. Et les Houthis, comme je le disais tout à l'heure, avec l'Iran, peuvent paralyser toute la production pétrolière saoudienne. Donc vous aurez beau libérer tout le détroit d'Ormuz, si les Iraniens répliquent avec les Houthis et paralysent toutes les infrastructures, toutes les unités de production qataries, saoudiennes, vous n'aurez rien fait en fait. Les cargos civils ne vont pas prendre le risque de traverser, les assurances également. D'ailleurs, Eric, une fortune, il y a forcément un impact. Vous avez tellement raison que regardez ce qui s'est passé avec CMA-CGM. Le premier bateau est passé, ils ont payé leurs 2 millions de dollars. Et là, il y a 2 jours, CMA-CGM avait payé, devait passer, et les Iraniens ont tiré des coups de semonce, et le CMA-CGM n'est pas passé. Donc, ce qui signifie bien que même si on met toute notre force pour libérer le détroit d'Ormuz, et l'Iran a encore d'autres capacités pour paralyser le pétrole et le gaz de cette région. Ça, c'était vrai il y a un mois. Non. Les capacités de l'Iran aujourd'hui ne sont absolument plus les mêmes. Ensuite, cette guerre, bon, elle peut cesser, j'y crois pas vraiment, elle peut continuer. Mais ce dont on est certain, c'est qu'il y a un certain chaos qui règne en Iran aujourd'hui et que ce chaos ne va pas se résoudre demain. Maintenant, les capacités de nuisance de l'Iran, elles n'ont jamais été à la hauteur des annonces de ce que faisait l'Iran. Ils peuvent toujours miner le détroit, par exemple. Ils pourraient toujours miner le détroit. S'ils étaient vraiment acculés, ils peuvent décider de miner le détroit. Ils ont visé l'oléoduc hier. Hier, celui de Bakou, de Tbilissi-Ceyhan a été visé hier. Donc ça a un impact direct sur le prix des énergies. Mais bien sûr. Et puis les Houthis du Yémen, leurs capacités n'ont pas été détruites. Ils sont encore capables de tirer des missiles, de tirer fermer le détroit de Bab el-Mandeb, de frapper le Sumed. Et les Américains et les autres sont aussi capables de tirer. Bien sûr, bien sûr. Et c'est face à Djibouti. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec la République islamique d'Iran. Vous savez très bien. Je suis très opposé à eux. Allez. En tout cas, pardon. On ne peut pas être paralysé par la peur. C'est ça que je veux dire. Oui, mais il y a des actions que le monde peut mener si vraiment elles sont importantes. Oui, mais les marchés réagissent très mal à ce qui se passe en ce moment, voient quand même que la situation reste tendue, qu'on n'est manifestement pas à la veille d'un accord. Et donc, je vous le disais, le baril de Brent est en passe de franchir à nouveau les 100 euros. Conséquence à la pompe, les prix ne baissent pas. Conséquence économique pour la France. Autre conséquence économique, il va falloir faire des économies. C'est le ministre qui l'annonce ce matin, le ministre de l'économie, Roland Lescure. 4 milliards d'euros d'économies, selon lui, à réaliser. Il réunit d'ailleurs aujourd'hui à Bercy les acteurs concernés pour faire ces économies. Écoutez-le. Donc l'idée de ce comité d'alerte, on ne change pas une méthode qui a réussi l'année dernière, qui nous a permis d'atterrir sur un déficit public inférieur à celui qu'on attendait, c'est de piloter au plus près. Donc on examine l'impact potentiel de la crise. À ce stade, il est encore très large. On parle de 4 à 6 milliards d'euros d'impact potentiel. Et on regarde ce qu'on peut faire en face en termes de ce que j'appellerais mesures de précaution. Dans le langage technique, ça s'appelle du gel. C'est-à-dire qu'on gèle des dépenses, qu'on peut ensuite dégeler si ça va mieux. Donc on va mettre en place des mesures de précaution et c'est ce qu'on va annoncer effectivement aujourd'hui aux parlementaires. Mathieu Vallée, le gouvernement, là, encore une fois, essaie d'être un peu rassurant, mais quand on dit il y a 4 à 6 milliards d'euros d'économies à faire, c'est jamais rassurant. Le gouvernement dit on va essayer de baisser les dépenses. Est-ce que votre peur à vous, c'est qu'il y ait plutôt, comme d'habitude, c'est ce qu'on fait généralement en France, une augmentation d'impôts ? Moi, je pense d'abord qu'il y aura des coupes budgétaires de manière aveugle. J'ai essayé de lire ici et là dans la presse les pistes envisagées. D'abord, on n'en a pas. Et ensuite, j'ai entendu dire que dans la stratégie gouvernementale, c'était de couper à l'aveugle, au même titre dans toutes les dépenses des ministères. Chaque dépense devait être compensée par une économie. Mais on a déjà des ministères qui sont passés avec la justice, l'intérieur, les armées aussi, ça va augmenter puisqu'on parle de conflits. Donc effectivement, il y a les enjeux géostratégiques liés au carburant et liés au détroit d'Ormuz, mais il y a aussi les enjeux militaires avec une loi de programmation militaire qu'on réétudie actuellement parce qu'on a des engagements qui ont été pris. Sera pérennisé. Il n'y aura pas de coupe dans les armées, c'est une certitude, le budget va augmenter. Vous savez, moi, je prends pour acquis que ce qui est voté, mis en place, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, rappelez-vous, 15 milliards sur 5 ans, il a fallu se battre chaque année, encore, elle n'est pas au niveau maximal de ce qui a été promis par le ministre Darmanin à l'époque, et moi, je ne crois que ce que je vois comme Saint-Thomas, voilà, donc je veux dire simplement que sur ces coupes budgétaires, j'ai hâte de voir où les dépenses vont être. Encore une fois, regarde des propositions, là, c'est du concret.
Donc j'espère que M. Lescure ne traitera pas encore une fois de menteur, parce qu'à défaut d'avoir d'arguments, il pourrait rester respectueux vis-à-vis des oppositions. C'est que nous, on demande, par exemple, pour les énergies intermittentes, par exemple l'éolien, c'est 6 à 8 milliards d'euros par an. Ben là, vous avez une économie simple sur laquelle on peut évidemment faire des économies sans faire les poches des Français et sans couper finalement les vivres au service public. Pardonnez-moi, des pistes, moi j'en ai vu, et là je parle en tant que chef d'entreprise et employeur, dans les pistes envisagées, c'est une baisse des exonérations sur les charges patronales sur tas 3 SMIC. C'est-à-dire que nos téléspectateurs qui aujourd'hui pouvaient toucher 2500 € net et qui imaginaient pouvoir avoir une augmentation, par exemple, à la rentrée de septembre, parce qu'ils travaillent beaucoup, ils ont de nouvelles missions. Eh bien, leur patron, il va leur dire non, parce qu'il va leur dire, écoute, toi, tu es dans la tranche aujourd'hui où tu coûtes beaucoup plus cher qu'auparavant. Et c'est cet impact très concret qui va toucher à nouveau les travailleurs. Et c'est ça qui est absolument lunaire sur ce gouvernement, qui est en train de détricoter le peu de choses qu'Emmanuel Macron avait réussi, parce que déjà, la baisse des exonérations sur les charges patronales, ils l'ont déjà fait l'année dernière. Tout comme l'année dernière, ils ont commencé déjà à augmenter, vous savez, ce que coûte un alternant, c'est-à-dire cette capacité de mettre des jeunes dès l'âge de 22 ans sur le marché du travail, alors qu'en moyenne, l'âge moyen du premier emploi en France est de 28 ans. Tout ce qui marchait dans ce pays depuis 8 ans, il n'y avait pas grand-chose, ils sont en train de le détricoter parce qu'en effet, ils ne veulent pas aller taper là où il faudrait vraiment taper, ils veulent continuer les aides aux éoliennes, etc., qui sont du très très long terme et qui ne sont pas aussi efficaces et qui coûtent pour le coup un peu de dingue. On s'est battu pour qu'il n'y ait pas des coupes budgétaires dans les centres, par exemple, de formation des apprentis, qui sont un outil qui fonctionne et sur lesquels ils ont voulu faire des économies. Michel Fayad. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Simplement, il faut regarder aussi ce que fait la Chine. La Chine, aujourd'hui, elle voit que le prix du pétrole est en train d'augmenter. Alors, elle fait ce qu'on appelle du hedging. Elle achète du papier. Du papier, vous savez, le pétrole, et on l'achète en vrai, en physique, et il y a aussi le marché papier. Et l'État français ne fait rien là-dessus, alors qu'il y aurait justement des entrées financières à faire sans toucher à la poche des Français. Alors, je vous coupe un instant, puisque vous voyez sur votre image, et ça va apparaître, voilà, le président de la République qui est en train d'arriver dans la salle des fêtes de l'Élysée pour cette cérémonie de remise collective, de décoration aux policiers ayant neutralisé les terroristes du Bataclan. 11 ans après les attentats de Paris, alors qu'ils n'avaient pas été décorés. On en parlera parce que c'est vrai que ça arrive bien tard. Emmanuel Macron va, en présence de François Hollande, du Premier ministre, de M. Nunez, le ministre actuel de l'Intérieur, de tous les acteurs qui étaient en poste à cette époque dramatique où les terroristes islamistes ont terrorisé la France, 130 morts lors des attaques de Paris en 2015. Eh bien, ces héros qui sont entrés au Bataclan vont aujourd'hui recevoir la Légion d'honneur de la main du président de la République. Cérémonie à suivre en direct sur CNews. Vous voyez que les choses se mettent en place. Alors, il y a manifestement un petit film au tout début de cette cérémonie. Nous gardons l'image en direct. Emmanuel Macron entouré donc des membres du gouvernement et de ces héros qui sont entrés au Bataclan en 2015. Mathieu Vallée, c'est heureux. Enfin, ces policiers, ces forces de l'ordre sont aujourd'hui décorés. Alors, que se passe-t-il à l'antenne? Nous avons manifestement une image noire. Voilà, nous revenons dans la salle des fêtes de l'Élysée. On poursuit la conversation en plateau. Je le disais, enfin, c'était attendu depuis longtemps, par vous notamment, j'imagine, cette décoration, ce remerciement au nom de la République pour l'immense service qu'ils nous ont rendu. Oui, je pense qu'on est tous heureux. C'est un moment fort de la nation qui rend hommage à ces héros anonymes de la République, parce qu'il a fallu 11 ans. Je vois que François Hollande est là. J'aurais aimé qu'il entame dès son quinquennat, puisqu'en 2015, c'était lui le président de la République. Et je vois qu'il y a M. Cazeneuve aussi, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur à l'époque des faits, qui aurait dû décorer ses agents depuis bien longtemps. Il y a la BRIPP, la Brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris. Il y a aussi le RAID. Mais vous savez que le compte n'y est toujours pas. Il manque des policiers de la BAC 75e et de la 94e. La 94e, pour vous raviver vos souvenirs, c'est cette image qu'on voit de policiers avec un fusil à pompe qui sont tirés dessus à l'angle de la rue, près de la porte du Bataclan. Et la 75e, des policiers qui sont rentrés, en premier lieu le commissaire de police qui aujourd'hui est patron du RAID. Et donc, il manque encore du monde. Et ce que je ne comprends pas, c'est que ça ne coûte pas un rond à l'État, mais ça représente tellement pour la nation et celles et ceux qui portent le bleu, blanc, rouge sur leur uniforme, de se voir honorés, reconnus et avoir finalement la reconnaissance et l'amour de la nation que ces agents ont besoin. Yohann Usaï. Donc, oui, pardon, je termine sur ça.
Moi, je suis très ému. J'ai vécu le 13 novembre sur les terrasses, notamment au Petit Cambodge et au Carillon. Ces agents ont risqué leur peau, ont risqué leur vie face à des terroristes islamistes armés d'armes de guerre, de Kalachnikov. À l'époque, on n'avait pas de doctrine d'intervention pour les primo-intervenants. On a 2 policiers de la 75e, dont l'actuel patron de raid, qui sont rentrés armés de leur seul courage avec des armes de poing face à des terroristes islamistes, dont un qui mettait en joue un otage sur la scène du Bataclan. Et moi, je dis au Emmanuel Macron, je sais que le dossier est sur le bureau de Laurent Nunez, on continuera à se battre. Il y a Vincent Ergotte d'Alliance et tous les syndicats de police qui se sont battus. C'est un très beau combat qui est mené par tout le monde pour qu'il soit décoré, mais il manque encore la 94e, par contre la BAC 94e. Alors oui, j'y suis attaché parce que c'est mon ancien service. Pardon, plusieurs policiers de la BAC de nuit. Et la 75e. Plusieurs policiers de la BAC de nuit que vous évoquez, qui sont les premiers à être entrés dans le Bataclan, sont considérés comme les oubliés de ce qui s'est passé en 2015. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aujourd'hui à l'Élysée? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas décorés? Je vais être très précis. On a fait remonter au ministère de l'Intérieur, au ministre de l'Intérieur, que ce soit M. Retailleau ou maintenant M. Nunez, les noms, les services ont les noms. Ils savent très bien qui était à ce moment-là, avec un courage inouï et un héroïsme anonyme qui aujourd'hui est reconnu enfin dans ce Bataclan. Mais vous savez, c'est les méandres de l'administration, c'est les méandres du politique. Je ne sais pas pourquoi on oublie ces agents. J'aurais trouvé que cette cérémonie-là, elle est grandiose, elle est belle, mais elle aurait été magnifique s'il y avait aussi les policiers de la BAC 94e. Je vous l'ai dit, c'est ces policiers qu'on voit à l'angle de la rue près de l'entrée du Bataclan qui sont tirés dessus à la Kalachnikov avec un major de police à l'époque brigadier chef, qui avait un fusil à pompe, et aussi la 75e qui vous les voyez, voilà, sur ces images, donc, vous voyez les héros de ce 13 novembre. Là, vous voyez les agents du RAID et de la BRIPP, très fort, la fourragère rouge, qui est le symbole de la Légion d'honneur que le général de Gaulle a donné à la préfecture de police de Paris après la libération, après la Seconde Guerre mondiale. Et donc oui, aujourd'hui, c'est une grande fierté de voir cette police nationale, cette police qui nous protège au quotidien, qui ne tue pas, qui nous protège, et qui est décorée par la nation. Image très forte, très symbolique de ces acteurs héros du 13 novembre 2015 qui font leur entrée dans la salle des fêtes de l'Élysée, qui sont évidemment en partie masqués pour certains pour ne pas qu'on puisse les reconnaître, cela va de soi, et qui s'apprêtent à être décorés, on l'imagine, avec une immense émotion, en pensant évidemment à l'ensemble de leurs collègues décorés par le président de la République, Éric Quetner, 11 ans après les faits, et le président de la République qui s'approche du pupitre et qui prend la parole. On l'écoute en direct sur CNews. Après les commémorations des attentats de Paris et de Saint-Denis, nous voici de nouveau réunis plus de 10 ans après. 10 ans après les attentats les plus meurtriers que notre pays ait connus. Paris se souvient, la France se souvient. À toutes les victimes, à toutes les familles, la nation demeure fidèle. L'élan de solidarité ne faiblira jamais. L'horreur a forgé une mémoire collective, mémoire douloureuse dans l'exigence de justice et de vérité, mémoire qui nous unit dans le souvenir des filles et des fils de France. D'autres attentats, malheureusement, ont frappé notre pays avant et après. Évidemment, parler du Bataclan, c'est parler du 13 novembre, du Stade de France à Saint-Denis, des terrasses parisiennes. Mais nous n'oublions aucun lieu, aucun visage, aucune histoire brisée. Je serai dans quelques semaines à Nice, le 14 juillet prochain, pour continuer à porter cette exigence de mémoire et de reconnaissance 10 ans après. Mais le Bataclan, ce 13 novembre, par ce qu'il a représenté, par la violence de ce qui s'y est déroulé, par la nature même de l'attaque, mais aussi par les modalités d'intervention policière et de neutralisation des assaillants, demeure un événement hors norme. Force est de constater que dans notre mémoire collective, Denis Péchanski dirait dans ce moment de thérapie collective, le Bataclan occupe une place singulière. C'est pourquoi la nation se devait aujourd'hui d'honorer les siens. À l'époque, les autorités étaient légitimement concentrées sur l'immédiateté, l'ampleur de la tâche qui était immense. La France basculait dans l'état d'urgence qui allait durer. 4 policiers avaient été décorés et aujourd'hui, suite à un travail minutieux, en accord entre tous, ce sont 59 femmes et hommes policiers et 2 présidents d'associations, 61 récipiendaires mis à l'honneur et tous élevés dans l'ordre de la Légion d'honneur. Parce que cette nuit-là, dans l'obscurité absolue, quelque chose de plus fort que la peur s'est levé.
Pendant que la terreur frappait, des femmes et des hommes ont fait le choix d'agir, de sauver, de protéger. Au Bataclan, l'assaut n'a pas été une opération comme les autres, il a été un assaut de survie. Les premiers policiers, arrivés avec leurs seules armes de service, ont fait face à la violence de guerre. Ils savaient le déséquilibre, ils savaient le danger. Ils l'ont bravé pour l'enrayer, puis le neutraliser. Guillaume Cardy et Grégoire Delfortry, arrivés très rapidement, membres alors de la BAC 75 Nuit, ont tiré les premiers et neutralisé l'un des 3 terroristes postés sur la scène. Plusieurs de leurs camarades sont ensuite rentrés dans la salle pour commencer à évacuer les victimes. Ils devront être pleinement reconnus, comme je l'ai demandé au ministre de l'Intérieur cet automne, et je sais qu'il y travaille. Je souhaite que cela soit fait dans l'année. Je pense aussi à Didi, le responsable de la sécurité du Bataclan présent dans la salle, et à son équipe qui ont géré la situation de leur mieux possible avec de simples talkie-walkie face à des kalachnikovs. Puis sont venues les colonnes d'assaut Alpha, Bravo, face aux terroristes. Celles qui pénètrent là où règne la mort et le chaos. Celles qui ne disposent ni du temps, ni de droit de douter. BRI en tête, raid en appui. Chaque pas était un risque, chaque porte une menace, chaque seconde une décision. Et pourtant, ils ont progressé sous le feu des terroristes. Il en a fallu du courage, celui de tous ceux qui ont fait leur devoir, sans bruit, sans reculer. Et il faut le dire aussi, parmi les 63 policiers qui ont franchi le seuil du Bataclan pour neutraliser les assaillants, beaucoup ont avancé en pensant qu'ils n'en reviendraient pas. Certains ont écrit quelques mots, un message, un adieu, et pourtant ils ont continué. Portés par le courage d'une chaîne humaine, opérationnelle, républicaine, où chacun a tenu sa place. La chaîne d'intervention et de décision a tenu bon. Avec un préfet, Michel Cadot, qui donna l'ordre de tir. Je salue les autorités de l'époque, le président de la République, François Hollande, le Premier ministre, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Je salue leur sang-froid, leur courage, celui de se rendre sur les lieux avec l'évidence du moment et de prendre les décisions qui allaient suivre en cellule interministérielle de crise, dans un conseil des ministres nocturne, dans les premières heures comme dans tous les jours qui ont suivi. La République a tenu par leurs décisions. Je salue leurs collaborateurs qui agirent dans l'ombre et dont certains sont présents avec nous. Nul n'oubliera, en salle de crise à Beauvau, les secondes qui suivirent l'annonce du premier bilan victimaire. 30 secondes de silence. Mais à la conscience de la gravité de la situation, succéda sans délai la poursuite de l'action et très vite le début de l'enquête, avec la DCRI en pointe et sous la conduite du procureur Molins. Je veux là aussi rendre un hommage à tous nos services enquêteurs et nos magistrats. Il n'existait pas alors de parquet national antiterroriste, mais c'est là aussi un héritage du Bataclan. Cette année 2015 s'achevait sur cette bascule après avoir débuté par Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère. Se forgèrent alors les premiers jalons de 10 années de lutte contre le terrorisme, de transformation profonde qui nous réunissent, autorités d'hier et d'aujourd'hui, héros, victimes, républicains. Car ces transformations concernèrent également le suivi et l'accompagnement des victimes. Aussi, je suis particulièrement heureux de pouvoir remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur aux 2 présidents d'associations de victimes des attentats du 13 novembre, qui menèrent et débutèrent un combat. Arthur Denouveau pour Life for Paris et Philippe Duperron pour 13-11-15. Comment surmonter la mort de son enfant
Comment oublier les images et les heures de terreur? Vous l'avez fait en œuvrant pour les autres, en n'oubliant rien, et durant ces 10 années, en donnant beaucoup de votre temps, de vos vies, aux côtés de toutes celles et ceux qui mènent ce combat de chaque jour pour l'aide aux victimes, et qu'ils en soient remerciés. Grâce à vous tous ici, il faut le dire avec force, ceux qui nous haïssaient n'ont pas eu le dernier mot. Les terroristes du 13 novembre ont été terrassés sur le moment par la force, mais au long cours par la force d'âme qui anime celles et ceux qui puisent au plus profond de leur volonté, parce qu'ils savent que la cause qu'ils défendent est la plus juste des causes, celle de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, celle de la République française. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux partisans de la vie. Tous ne sont pas décorés et pourtant tous font partie de cette réponse collective. Des milliers d'intervenants ont agi cette nuit-là et dans les jours qui ont suivi. Chacun à sa place a contribué à ce que la France ne vacille pas, à ce que la France tienne, et la France a tenu, droite et digne. En ce jour, la République choisit de distinguer celles et ceux qui ont été au cœur de l'intervention directe, ceux qui ont affronté le danger au plus près. Certains l'avaient été depuis 2015, les autres le sont aujourd'hui. La reconnaissance d'une nation fidèle dans la concorde nationale, aux côtés du président, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, préfet de police et maire de Paris d'alors. Et je vous remercie tous d'être à nos côtés en ce jour. La France ne cédera rien au terrorisme. Car s'il n'y a pas de sens à la douleur, il y a un sens à la mémoire. Il y a un sens à la reconnaissance. Il y a un sens à la transmission. En vous décorant, la République fait œuvre de vérité. À vous, qui avez avancé quand il fallait avancer. À vous, qui avez tenu quand beaucoup vacillaient. À vous, qui avez agi dans l'obscurité pour ramener la lumière. La nation dit avec gravité, respect et reconnaissance. Merci. Aux valeureux, la France à jamais reconnaissante. Vive la République, vive la France. J'invite à présent les 6 premiers récipiendaires à bien vouloir monter sur scène. Cette décoration après le discours du président de la République Emmanuel Macron qui remet les premières médailles, les premières décorations à ce membre de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention qui est entré au Bataclan le 13 novembre 2015 pour faire face aux terroristes. Aux valeureux, la France à jamais reconnaissante. Mathieu Vallée, un discours, il faut le dire, émouvant, même poignant de la part du président de la République. Oui, c'est un discours fidèle à la réalité des faits. Je note qu'il a parlé de ces policiers dont on a évoqué au début de plateau, à savoir ceux de la 94e à la 75e, et il a demandé au ministre de l'Intérieur que ces agents soient décorés dans l'année, puisque depuis cet automne, visiblement, il a demandé à ce que les dossiers béton soient montés et soient transmis à la chancellerie de la Légion d'honneur, et ensuite que les décorations puissent intervenir. Donc j'imagine qu'il y aura une seconde cérémonie avant la fin d'année, en tout cas je l'appelle de mes voeux. Mais oui, c'est un discours d'unité de la nation, et évidemment qu'on est tous derrière celles et ceux que le président de la République est en train d'embrasser, en train de décorer de la Légion d'honneur.
le RAID, le groupe de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion, et la BRIPP, la brigade de recherche et d'intervention de la préfecture de police de Paris, qui, avec le GIGN, sont nos 3 forces spéciales d'intervention en France, dont on peut s'enorgueillir, puisque face aux retranchés, face aux crises aiguës, je rappelle que le RAID, c'est Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse, mais c'est aussi Human Bond dans les années 90 avec la maternelle de Neuilly qui avait été prise en otage par un individu dangereux. Et donc, ils ont à leur actif quand même une série de réussites héroïques. Et aujourd'hui, c'est bien que la nation reconnaisse ceux du Bataclan et du 13 novembre. Et j'accueille sur ce plateau Georges Fenech qui nous a rejoint. Bonjour Georges. Un discours d'unité, disait Mathieu Vallée. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas souvent l'occasion en France d'être fier, d'être reconnaissant. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. On est fiers de tous ces héros qui auraient pu donner leur vie pour sauver les otages du Bataclan et que la France, aujourd'hui, remercie à travers ces décorations remises en ce moment et en direct par le président de la République. Écoutez, moi je m'interroge beaucoup sur l'absence, effectivement, des bacs 75 et 94. Qui seront décorés dans les prochains mois, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il se trouve que je les ai auditionnés lorsque je présidais la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Paris. Je resitue le contexte. Vous avez devant le Bataclan, au moment des tout premiers tirs, vous avez la force Sentinelle qui est présente. Il y a 8 militaires de la force Sentinelle, avec leurs FAMAS, qui sont présents au moment des tout premiers tirs. C'est vraiment les primo-intervenants, pourrait-on dire. Sauf qu'il y a une doctrine, Mathieu la connaît très bien, c'est que les militaires n'engagent pas le feu. Donc la BAC 75 et la BAC 94 qui sont là, qui ne disposent que qui sont munis de fusils à pompe, ne peuvent pas affronter des terroristes dont l'un est dans le passage Saint-Pierre-Amelot, là, qui canarde avec sa Kalachnikov. Ils n'ont pas les moyens de riposter. Donc que font-ils, les 75 et 94 ? Ils demandent à la force Sentinelle d'intervenir. Et la force Sentinelle leur répond « on n'a aucun ordre pour engager le feu ». Donc ce sont les fonctionnaires de police qui appellent le poste de commandement à la préfecture de police de Paris, qui était à l'époque dirigé par Michel Cadot, qui est présent d'ailleurs à cette cérémonie, et on leur donne comme instruction de ne pas intervenir. Et pendant ce temps-là, tac, 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 on tue dans le Bataclan. Donc complètement démunis, que font ces fonctionnaires de police ? Ils leur demandent de leur prêter leur FAMAS pour pouvoir agir eux-mêmes. Et le militaire répond très normalement qu'un militaire ne se défausse pas de son arme. Voyez-vous ? Et je me demande, j'ose pas y croire, mais je me demande si la franchise de ces fonctionnaires de police qui ont posé des vraies questions le jour de la commission d'enquête ne leur a pas coûté cher. N'explique pas quelque part qu'on continue, 11 ans après, à se demander si on doit les décorer ou pas. Voyez-vous ? C'est ça, c'est le malaise que je ressens aujourd'hui. Non mais Mathieu Vallée, d'abord, ce qu'évoque Georges est absolument incroyable. Mais ça ne se produirait plus aujourd'hui parce qu'on a tiré quand même des leçons de ce qui s'est passé le 13 novembre 2015. La chaîne de commandement a changé, le mode d'opération a changé. De la commission d'enquête. Absolument. Et on s'est adapté à ce risque terroriste que nous ne connaissions pas, en tout cas avec une telle ampleur, jusqu'en 2015. Mais d'abord, il y a le schéma national. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tiré des leçons de tout ça. Non mais moi, je ne suis pas sectaire et quand il faut dire les choses factuellement du mieux que je peux. Et j'essaye d'être honnête intellectuellement sur tous les sujets, mais sur celui que je connais bien de la sécurité de la police et de la gendarmerie. Bernard Cazeneuve, qui est présent à l'époque, en 2016, je m'en souviens très bien, a mis en place le schéma national d'intervention. C'est quoi ? C'est permettre aux intervenants de niveau 2, vous savez, on a classé 3 niveaux. 3 niveaux, c'est ceux que vous voyez, la BRI, le GIGN et le RAID, qui sont évidemment spécialisés, formés, équipés et préparés à la menace terroriste islamiste, à frapper les terroristes islamistes lorsqu'ils, évidemment, font les victimes qu'on a déjà connues dans notre pays. Je rappelle que la France est le pays le plus touché d'Europe par le terrorisme islamiste, puisque je suis député européen, je le rappelle, et donc c'est important de resituer les choses. Ensuite, oui, le plan BAC, les G36, c'est des armes de guerre face à des armes de guerre, parce que Georges Fenech le disait si bien, à l'époque, ils n'avaient que le SIG, l'arme de poing, ainsi que la 94e, qui était la seule unité à avoir le fusil à pompe à ce moment-là, de mémoire. Et donc oui, en termes d'équipement, d'armement, de préparation, de niveau d'intervention, la France, aujourd'hui, est armée, si j'ose dire son jeu de mots, à faire face aux islamistes. Et je veux rajouter, si vous me permettez, Yohann Usaï, ces enquêteurs, ces policiers, ces agents du renseignement, de la Direction générale de la sécurité intérieure, mais aussi du renseignement territorial, de la préfecture de police de Paris, ce sont nos 3 organes principaux qui aujourd'hui font du renseignement. Ils font un travail
considérable. Il y a 5500 agents à la DGSI, il y a 3200 agents au renseignement territorial, il y a 1000 agents au renseignement de la préfecture de police de Paris. Et donc, nous ne les oublions pas, ce sont des gens qui, tous les 1 mois et demi en France, déjouent un attentat terroriste dans notre pays. Les Français doivent le savoir, doivent s'en rappeler. Et malheureusement, ils sont mis à l'honneur, si j'ose dire, que quand les attentats sont déjoués ou quand la menace terroriste frappe à nouveau le territoire. Information importante donnée par le président de la République alors que vous voyez que les décorations ont été remises. On imagine l'émotion très forte dans cette salle des fêtes de l'Élysée, 11 ans après que ces héros aient fait leur entrée dans cette salle de concert du Bataclan pour faire face aux terroristes qui, ce soir-là, ont tué 130 personnes. Ils sont donc ce jour décorés. Emmanuel Macron qui annonce que ceux qu'on a appelés les oubliés du Bataclan, ces policiers de la BAC de nuit de Paris qui sont les premiers à être entrés dans le Bataclan, eh bien ces oubliés seront décorés dans les prochains mois. C'est extrêmement important, naturellement, Éric Tegner, que la France reconnaisse le rôle central qu'ils ont joué. Et je rappelle d'ailleurs que c'est sur CNews que nous avions soulevé ce problème-là. Nous avons soulevé depuis longtemps le fait que personne ne parlait d'eux alors qu'ils étaient les premiers à être arrivés sur place. Eh bien, ils seront heureusement décorés dans les prochains mois. Oui, c'est une très bonne nouvelle et je pense que ce qu'on vit est un moment aussi très important pour les Français qui ont été bouleversés par cette vague d'attentats en 2015. Vous savez, il faut comprendre que ces policiers aujourd'hui qui sont décorés, ceux qui heureusement vont l'être d'ici quelques mois, ils ne le font pas pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ils ne quémandent pas des décorations. Les décorer, c'est envoyer un signe. C'est-à-dire que, vous savez, on est dans un moment aujourd'hui où il y a finalement très peu d'unité nationale. On est dans un pays qui est fracturé. On va nous parler beaucoup d'assimilation, d'attachement au pays, de patriotisme. Eh bien, c'est cela. C'est-à-dire que c'est d'avoir des modèles, des héros. Il n'y a pas que les joueurs de football. Il n'y a pas que les hommes politiques qui ont régulièrement différentes décorations. Il y a d'abord ces hommes qui, effectivement, risquent leur vie, j'allais dire, au combat, mais d'abord sur le territoire français. C'est ce qui s'est passé en 2015. Et donc, c'est évidemment un grand signe. Et il faut souligner aussi qu'Emmanuel Macron, pour le coup, a respecté sa parole parce qu'en effet, le 13 novembre dernier, Mathieu Vallet avait lancé l'alerte, CNews avait lancé l'alerte. Emmanuel Macron avait fait comprendre que ça avancerait très vite. Il ne s'est pas dit on va faire 13 novembre prochain les décorations. Ils l'ont fait très vite. Et il faut souligner qu'Emmanuel Macron, s'il a quelque chose de positif, c'est qu'il a un vrai attachement pour les unités, souvent de forces spéciales. On sait d'ailleurs, et c'est très critiqué, notamment au sein du corps diplomatique et des hauts fonctionnaires, qu'il aime beaucoup avoir les informations à la source. Il aime beaucoup contacter directement les forces spéciales. Sa diplomatie est très construite aussi sur les agents secrets, sur le terrain, plutôt que sur certains ambassadeurs. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qui lui tient à cœur. Je peux compléter bien sûr, allez, Georges Fenech. Mon propos sur la force Sentinelle, qui à l'époque n'engageait pas le feu sur le territoire national, puisque nous n'étions pas en guerre. Effectivement, les schémas d'intervention ont été revus, les protocoles d'intervention. Aujourd'hui, la force Sentinelle est intégrée aussi dans ce dispositif. Elle ne fait pas que sécuriser le périmètre, elle peut engager le feu. Et on l'a vu postérieurement aux attentats de Paris de 2015. Ils l'ont fait à Marseille, à la gare Saint-Charles. Ils l'ont fait au Louvre. Ils l'ont fait à l'aéroport aussi de Roissy. Donc, vous voyez, je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur mon propos. La force Sentinelle, elle n'a fait qu'obéir aux Bien sûr, ordres. c'est ce que nous avons compris. La doctrine était celle-ci à l'époque, ce qui paraît incompréhensible aujourd'hui. Mais les choses ont changé, puisqu'encore une fois, nous avons tiré, les différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés, ont tiré les leçons de ce qui s'est passé cette nuit-là au Bataclan. Absolument. Parce que personne ne pouvait imaginer à cette époque-là un tel attentat. Bien sûr. La France avait été frappée par des attentats, certes des prises d'otages, mais là, ce n'était pas une prise d'otages, c'était une tuerie de masse. Donc les doctrines qui dataient des années 70-80, l'intervention, n'étaient plus adaptées. Il a fallu revoir entièrement le schéma, ce qui a été fait depuis. Jules Torres, cette cérémonie aussi, elle est là pour nous rappeler que les Français aiment les forces de l'ordre, que les Français, ils aiment leur police, qu'ils y sont attachés et qu'ils sont même reconnaissants. Beaucoup de reconnaissance aujourd'hui de la part de Français vis-à-vis de ces héros qui sont entrés au Bataclan. Bien sûr, soutien total évidemment des Français envers les forces de l'ordre, envers les policiers, envers les gendarmes et surtout face à ceux qui ont risqué leur vie face à la barbarie, parce que c'est pour ça qu'il y a une part de
de solennité et de beauté dans cette commémoration. Et d'ailleurs, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a écrit son discours. C'est ce qu'il fait généralement quand il rend ses hommages. Et c'est vrai qu'on est très critique du président de la République sur son bilan depuis 2017. Mais s'il y a une chose où il a toujours été plutôt au niveau, où il a été à la hauteur de l'événement, eh bien, c'est les hommages. Et en effet, Éric Tegner avait raison de rappeler que c'est une promesse tenue. C'est-à-dire qu'en novembre 2025, lors des 10 ans des commémorations des attentats, il avait fait cette promesse de décorer ces 55 personnes. Alors c'est tout l'appareil d'État qui est réuni, donc on a évidemment parlé de ceux qui étaient en poste, mais là il y a la BRI, il y a la RAID, il y a le RAID, pardon, il y a les sapeurs-pompiers de Paris, il remet aussi des légions d'honneur à deux présidents de collectifs de victimes, aux policiers de la préfecture. Donc évidemment que c'est un moment extrêmement important dans la lutte aussi contre le terrorisme. Et en effet, si tout n'a pas été fait contre le terrorisme, tout n'a pas été fait pour endiguer cette horreur qu'est aujourd'hui l'islamisme, le mode de terrorisme a aujourd'hui évolué. C'est vrai qu'on ne pense pas aujourd'hui, et c'est ce que disent en tout cas les services de renseignement, il ne pourrait plus y avoir ce qu'on a retrouvé pour Charlie Hebdo, ce qu'on a retrouvé pour les attentats du 13 novembre, et fort heureusement, mais ça ne veut pas dire que le terrorisme n'a plus d'armes, ça ne veut pas dire que le terrorisme a complètement disparu. Nous le voyons, hélas, depuis de nombreuses années. Et nous espérons en effet que la France ne cédera rien au terrorisme ces prochaines années. Alors je rappelle que ce sont 55 membres des forces de l'ordre qui sont en train d'être décorés par le président de la République. Mathieu Vallée, vous êtes député européen du Rassemblement national. Vous avez été avant cela commissaire de police, représentant syndical. Vous avez rencontré naturellement ces personnes-là. D'abord, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est décoré des mains du président de la République? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est important pour vous, pour l'ensemble des forces de l'ordre? Pourquoi cette reconnaissance, même si elle intervient tardivement, près de 11 ans après les faits, pourquoi est-ce que cette reconnaissance, elle est extrêmement importante? Alors, une grande fierté quand on est agent de l'État, quand on est policier ou même gendarme, ou même pompier, comme le disait tout à l'heure Jules Torres. Évidemment que la fierté de porter cette médaille rouge, il y a aussi l'Ordre national du mérite qui est la médaille bleue, mais là c'est la décoration la plus élevée de notre République, créée par Napoléon. Moi je suis très attaché à notre histoire, je le sais que vous aussi. Donc évidemment que c'est une grande fierté pour ces policiers de recevoir de la décoration la plus haute de notre pays, créée par Napoléon, je le rappelle, du chef de l'État. Parce que d'abord, c'est une reconnaissance de leur engagement. Éric Tegner l'a dit tout à l'heure, ils font pas ça pour les médailles. Ils font ça pour sauver des vies. Et ils ont absolument pas pensé à rentrer en vie ou à leur famille qui ne verrait peut-être plus le soir du 13 novembre lorsqu'ils ont pénétré dans le Bataclan. Et rappelez-vous, moi j'en ai des frissons. Rappelez-vous cet assaut du RAID avec la BRIPP. Vous voyez, ces deux forces d'intervention de la police nationale lors de l'hypercachère de la porte de Vincennes. On a un agent du RAID qui va se sacrifier, qui va finalement attirer l'attention d'Amélie Coulibaly pour finalement permettre à ses camarades, ses frères d'armes de sauver les otages, de sauver des victimes qui sont dans une partie d'entre eux dans la chambre froide. Donc oui, ce soir-là, moi j'étais sur le terrain, j'étais sur les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon. Sur les ondes, on entendait que l'assaut était lancé, que des policiers du RAID et de la BRIPP lançaient l'assaut. Le RAID au niveau de la fosse et la BRIPP au niveau du premier étage où étaient logés les terroristes islamistes. Et oui, ça fait du bien. Je ne vais pas jouer le rabat-joie, mais nos policiers, nos gendarmes font un travail exceptionnel. Ces unités d'élite, comme les unités de quotidien. Et j'ai été blessé, et Jules Torres, mais j'ai juste un petit peu l'inscrire, quand M. Macron avait dit de Florence, ce policier de Nanterre qui a voulu aussi protéger des vies, inexplicable, inexcusable. On peut pas défendre... Alors, pour les téléspectateurs, pardon, je reprécise, vous parlez de ce policier qui a ouvert le feu sur Naël. On est en juin 2023. Exactement, et Emmanuel Macron, immédiatement, sans attendre les moindres conclusions de qui que ce soit, dit le geste de ce policier qui a ouvert le feu sur Naël est inexcusable. Et c'est pour ça que je ne veux pas jouer le rabat-joie, mais je veux simplement dire qu'on ne peut pas soutenir les policiers et gendarmes uniquement quand, là, effectivement, factuellement, c'est héroïque. Moi, mais modestement, Éric Tegner, j'ai écrit plusieurs fois au président de la République pour qu'il soit décoré. Vincent Ergotte d'Alliance, je ne fais pas de pub, mais je le connais bien et je sais qu'il s'est engagé dans ces unités pour qu'il soit décoré. Et personne n'y croyait au début. Tout le monde s'est mobilisé, des syndicalistes, des responsables politiques. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette concorde nationale, cette unité, elle devrait prévaloir. Et j'aimerais que l'extrême gauche arrête de dire la police tue, les violences policières et contre l'OSS, parce que le quotidien, c'est ça. Mais c'est aussi ces policiers qui luttent contre les refus d'obtempérer, contre les violences conjugales, contre les cambriolages, contre celles et ceux qui nous pourrissent notre quotidien, qui font des victimes. Regardez ce week-end, j'en termine là, des gendarmes qui sont tirés dessus à Vouziers, des gendarmes près de Toulouse qui vont pour des violences conjugales et qui sont aussi attaqués. Donc oui, nos policiers et nos gendarmes sont héroïques. Et quand c'est difficile,
Et je termine mon propos là, Olivier Ndiaye. Quand c'est difficile, c'est là où les policiers et les gendarmes, ils jugent leur ministre de tutelle et leur autorité de tutelle. Quand ils ont les mains dans le cambouis et que c'est cavelous, ils veulent voir qui tient la route, ils veulent voir qui tient la corde, qui tient la nation. Quand c'est difficile, quand la police et la gendarmerie sont attaquées. Donc oui, c'est des images qui font chaud au cœur, qui me donnent des frissons et qui me rendent d'autant plus fier que celles et ceux qui nous protègent au quotidien le font au péril de leur vie, au péril de leur famille, et qu'aujourd'hui ils sont en première ligne face aux narcoterroristes, aux terroristes islamistes, aux voyous du quotidien, que moi j'ai toujours soutenu et qu'on parfois m'a si souvent reproché, même sur des affaires compliquées, parce que je sais ce que c'est que porter l'uniforme, porter l'arme et intervenir dans les quartiers difficiles. Des forces de l'ordre qui effectivement... Pardon, je parle avec engouement, mais c'est un métier moi qui m'a tout donné. Mais on comprend naturellement parce que c'est une grande famille la police, donc on renie jamais sa famille. Hein. J'allais précisément dire qu'on comprend quelque part votre émotion et votre engagement, parce que les forces de l'ordre, et vous avez raison de le dire, sont de plus en plus engagées au quotidien et font face à de plus en plus de problèmes et exposent de plus en plus leur vie. Amine El-Bailly, qui ne s'est pas encore exprimé, voulait dire un mot ? Oui, très rapidement, simplement vous dire que ces policiers qui aujourd'hui sont décorés 10 ans plus tard et qui ont vécu pendant 10 ans, parfois dans le désarroi, souvent aussi dans l'oubli, méritent aujourd'hui plus que la reconnaissance de la nation, c'est-à-dire la reconnaissance aussi de leur fonction, de leur carrière. Et moi, depuis 10 ans, beaucoup de ces policiers qui d'ailleurs pour certains ont assuré ma protection parce que quand vous luttez contre l'islamisme, eh bien, vous devez être placé sous protection policière dans ce pays. Eh bien, beaucoup ont vécu dans cet oubli. Et moi, tous les jours, au tribunal administratif, eh bien, je rencontre des dossiers malheureux avec ces carrières brisées de fonctionnaires de police qui, avec la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, ont vu le grade de brigadier supprimé, avec des anciens brigadiers devenus brigadiers-chefs, et puis des anciens brigadiers-chefs qui sont sur des tableaux d'avancement et qui ne sont jamais nommés, avec des brigadiers-chefs qui ne sont jamais nommés majors, avec des carrières qui, aujourd'hui, sont en réalité sous le plafond de la moyenne des salaires des policiers en Europe. Donc aujourd'hui, il y a tout un pan administratif à reconstruire, parce qu'en réalité, ces policiers, ils n'attendent pas seulement des médailles, ils n'attendent pas seulement des caméras ou des serrages de main, ils attendent aussi à ce qu'on revalorise les salaires et les carrières. Cette cérémonie qui est en train de s'achever à l'Élysée, image en direct de la salle des fêtes du Palais de l'Élysée, où le président de la République vient de décorer 55 membres des forces de l'ordre qui sont intervenus au Bataclan le 13 novembre 2015, qui ont fait face aux terroristes de Paris, aux terroristes qui ont tué 130 personnes ce soir-là. Et c'est la Marseillaise qui est entonnée dans la salle des fêtes de l'Élysée. Il me semblait que c'était la Marseillaise qui était... mais ça n'est pas la Marseillaise, effectivement. Mathieu Vallée, vous nous dites que c'est la musique créée pour les 10 ans. De mémoire, c'est la victime que les collectifs de victimes ont créée pour les 10 ans d'hommages qui ont été rendus l'année dernière. Et notamment, il y avait plusieurs phases sur les théâtres des terroristes islamistes, notamment au Stade de France, sur les terrasses, et puis au Bataclan, et puis ensuite à l'Hôtel de Ville. La cérémonie est donc terminée. Ces 55 membres des forces de l'ordre ont donc été décorés. Et je rappelle cette information annoncée par le président de la République, ce que l'on a appelé les oubliés du Bataclan. Ces policiers de la BAC, notamment, qui sont arrivés les premiers sur les lieux, qui sont entrés dans le Bataclan. Ils étaient oubliés jusqu'à présent. Ils ne le seront plus puisqu'ils seront décorés dans les prochains mois. Un mot avec vous, Hélène Rouet, pour préciser également que se trouvaient aux côtés du président de la République, François Hollande, les ex-premiers ministres Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'ex-préfet de police de Paris, Michel Cadot. Donc c'est la République dans son intégralité qui était présente aujourd'hui pour rendre hommage, pour décorer ces héros de la nation. Bien sûr, et c'est bien normal. Cette cérémonie était magnifique. Je me réjouis véritablement de cette nouvelle des oubliés qui devraient être décorés dans l'année. J'espère que cela va bien être le cas, même si je m'interroge quand même sur cette justification qu'a donnée Beauvau pendant quand même de nombreux mois sur précisément ces oubliés, à savoir les dossiers sont toujours à l'étude. Moi, je me demande qui étudiait quoi, parce que je veux dire, il n'y a absolument aucune étude à avoir, malheureusement, dans ce genre de cas, dès lors qu'on a les noms. Et je m'interroge aussi sur ces 11 années. Il y a des cérémonies de Légion d'honneur quand même en permanence. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une date assez précise, on peut en invoquer une en permanence. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi cela a duré, ça a duré autant de temps. En tout cas, ça sera fait. Bien sûr, une fois maintenant que c'est fait, et je vais reprendre les arguments qui notamment ont été donnés sur ce plateau, le plus important aujourd'hui, ça va être de valoriser ce métier, ça va être de punir et de blâmer ceux qui tiennent aujourd'hui des discours anti-police en permanence, et je ne vise pas que des Français, je veux dire normaux, je vise aussi des parlementaires qui disent à longueur de journée que la police tue, et j'espère qu'aujourd'hui ces gens se sont pris une belle leçon, je veux dire d'humanité et en fait de rassemblement dont on est capable dans ce genre d'événement.
12h passées de 2 minutes. Nous sommes un peu en retard, évidemment, à cause de cette cérémonie très importante qui avait lieu dans la salle des fêtes de l'Élysée. 12h02, l'essentiel de l'actualité. Somaya Labidi, bonjour. Bonjour Johan et bonjour à tous. On commence ce journal par le temps fort de cette mi-journée. C'était il y a quelques minutes sur notre antenne. Emmanuel Macron a récompensé les membres des forces de l'ordre ayant participé à l'assaut du Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015. Au total, 55 policiers se sont vus remettre la Légion d'honneur par le chef de l'État. 2 présidents d'associations de victimes ont également été décorés. À la une de l'actualité également, d'ici la fin de la journée, Sébastien Lecornu va annoncer des aides sur les carburants, des aides ciblées pour les filières les plus touchées par la flambée des prix comme les agriculteurs, les pêcheurs, mais aussi les transporteurs routiers. Le Premier ministre qui, dans le même temps, a demandé dans un courrier adressé à son gouvernement 4 milliards d'euros supplémentaires de freinage de la dépense pour combler l'impact de la guerre au Moyen-Orient, impact évalué entre 4 et 6 milliards d'euros par le ministre de l'Économie. Direction Pau à présent, où le procès du meurtre d'Agnès Lassalle s'est ouvert à huis clos. Son compagnon souhaite que ces 3 jours d'audience puissent servir à expliquer le passage à l'acte de l'accusé, un élève de 16 ans qui a poignardé à mort cette professeure d'espagnol en plein cours le 22 février 2023 à Saint-Jean-de-Luz. Racontez-nous ça, Jean-Luc Thomas. Eh bien écoutez, c'est un homme serein qui arrive ce matin vers 8h ici au tribunal judiciaire de Pau. Un homme qui sait pourquoi il est là. Stéphane Voirin porte un t-shirt le montrant en train de danser avec son ex-compagne. Il le porte pour montrer qui était Agnès Lassalle, une professeure d'espagnol qui était pleine d'envie, pleine de vie, pleine de découvertes, dit-il. Ensuite, une femme qui demandait seulement à vivre. Je vous propose d'écouter Stéphane Voirin. Jamais rien ne ramènera Agnès, mais je voudrais vraiment que ça serve d'exemple ou de référence pour faire évoluer les choses. Maintenant, on fouille de manière aléatoire les cartables. Est-ce que c'est suffisant? Vous savez très bien répondre à cette question. Il faudrait continuer, peut-être. Par ses propos, l'ex-compagnon d'Agnès Lassalle veut juste la faire exister, même si c'est finalement la grande absente de ce procès. Il dit avoir une totale confiance en la justice. Enfin, il aimerait du jeune homme de 19 ans qui est face à lui dans le box une forme de sincérité. Merci pour toutes ces précisions, Jean-Luc. Merci également à Clément Lopez qui vous accompagne. Au 53e jour de guerre et à quelques heures de la fin de la trêve, l'Iran ne plie pas et demande des informations, affirmant le contraire. Selon la télévision d'État, aucune délégation, qu'il s'agisse d'une délégation principale ou secondaire, n'est encore partie pour assister aux pourparlers prévus à Islamabad, au Pakistan, avec les États-Unis. Téhéran qui, dans le même temps, se dit prêt à rendre coup pour coup à Washington en cas d'échec des négociations. Écoutez. Il est possible que nos négociations n'aboutissent véritablement à rien et qu'il nous soit nécessaire de mener de nouveau des actions. L'action menée contre notre navire entraînera certainement une riposte de la République islamique d'Iran. Ce sont eux qui ont violé le cessez-le-feu et l'Iran répondra assurément. Ce blocus maritime, même dont il parle, est sans aucun doute une violation flagrante du cessez-le-feu. Et la République islamique y répondra certainement. La probabilité que l'ennemi prenne de nouveau l'initiative et reprenne son attaque brutale est loin d'être faible. Cette probabilité est vraiment loin d'être négligeable. Elle est élevée. Nous devons rester prêts à 100% compte tenu de la possibilité d'une reprise de l'offensive ennemie. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité à midi, Johan. Merci beaucoup, Somaya Labidi. On prend tout de suite la direction de la frontière franco-espagnole, puisque vous savez qu'il y a quelques jours, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez a annoncé qu'il comptait régulariser quelques 500 000 sans-papiers, des sans-papiers qui pourraient donc, du coup, franchir cette frontière, essayer de la franchir pour venir, pourquoi pas, en France. On va en parler dans un instant. Avant cela, donc, sur place, on retrouve Jordan Florentin. Bonjour, Jordan. Vous êtes au poste frontière du Perthus. Quelle est la situation à ce point de passage stratégique donc à cette frontière? Oui, Johan, vous l'avez dit, je me situe effectivement au poste frontière du Perthus. C'est un point de passage terrestre bien connu entre la France et l'Espagne au niveau de l'autoroute A9. C'est une frontière Schengen qu'on appelle interne, c'est-à-dire qu'ici, il y a une totale libre circulation interne des personnes en situation régulière. Et ce qui est intéressant à noter ici,
c'est que la France a dit maintenir des contrôles renforcés. Et pourtant, je peux vous dire que nous sommes là depuis ce matin et sur place, nous n'avons constaté aucun agent de police présent. Les bureaux de police, à la fois français et espagnols, sont fermés. Le bureau de douane derrière moi est fermé également. Nous n'avons vu aucune voiture intervenir et donc aucun contrôle. Et mieux que cela, j'ai fait le test, on peut traverser à pied entre la France et l'Espagne. Il n'y a absolument aucun contrôle. Un chiffre qui est intéressant à noter, c'est que l'État annonçait dans ce département près de 8300 contrôles de personnes en situation irrégulière, un chiffre qui peut paraître assez faible eu égard aux chiffres de l'immigration. Et puis enfin, une information qui va vous intéresser, ça a été révélé par la presse. On a observé ici un phénomène inverse suite à la décision de Pedro Sanchez de régulariser plus de 500 000 clandestins. Eh bien, il y aurait des Français, en tout cas des personnes présentes de façon irrégulière sur le sol français, qui se rendent en Espagne pour tenter d'obtenir des papiers et puis ensuite revenir en France. Je rappelle toutefois qu'il faut quand même avoir 6 mois de présence sur le sol espagnol et un casier judiciaire vierge pour cela. Merci beaucoup, Jordan Florentin, donc en direct de ce point de passage post-frontière à la frontière franco-espagnole. Éric Tegner, c'est très important ce que nous dit Jordan Florentin, parce qu'après cette annonce de Pedro Sanchez, il y a des clandestins sur le sol français qui vont en Espagne pour être régularisés et qui donc, une fois qu'ils le seront, vont revenir en France. Oui, ça montre que les clandestins fonctionnent évidemment de façon pragmatique. Vous savez, lorsque, sur le débat de la loi immigration, certains responsables politiques voulaient permettre de régulariser plus de sans-papiers, on nous expliquait que c'était faux de croire que ça allait créer un appel d'air. Bien si, c'est un appel d'air qui est créé. Et aujourd'hui, en effet, il est créé du côté de l'Espagne parce que c'est un message qui est envoyé. Et de l'autre côté, en effet, c'est assez surprenant qu'on se dise qu'on ne va pas mettre plus de contrôle. À un moment, c'est notre frontière et c'est quelque chose d'important. Et l'autre élément, moi, qui me choque, c'est que vous avez vu ce qui s'était passé sur Viktor Orban en Hongrie lorsqu'il a voulu tout simplement faire le boulot pour lequel l'Union européenne le payait, c'est-à-dire contrôler la frontière européenne, parce que la Hongrie contrôle la frontière européenne. Il a été sanctionné. Ils ont privé la Hongrie de près de 10 milliards d'euros parce que Viktor Orban se contentait de protéger la frontière. Et de l'autre côté, on y a Pedro Sanchez qui fait quelque chose d'irresponsable, c'est-à-dire qu'il choisit de régulariser des sans-papiers qui ensuite vont pouvoir rentrer en France. Et lui, évidemment, il n'y aura aucune sanction. Ce que ça montre, Mathieu Vallée, c'est que la France est directement concernée, bien sûr, par la décision qualifiée d'irresponsable par Éric Tegner, mais par la décision de régularisation massive des Espagnols. Parce qu'une partie de ces sans-papiers aujourd'hui va nécessairement venir dans notre pays. Oui, d'abord, on peut revoir le chiffre à la hausse. C'est 20 milliards d'euros d'aide qui étaient suspendus par l'Union européenne pour la Hongrie lorsque Viktor Orban était Premier ministre, parce qu'il avait ni plus ni moins qu'appliquer les promesses pour lesquelles il avait été élu, notamment celle de protéger la frontière de l'Union européenne. Mais, mais l'Allemagne a remis en place des contrôles ciblés à la frontière, notamment franco-allemande, avec des résultats qu'on lui connaît. C'est pas un gouvernement de droite ou patriote qui a eu responsabilité en Allemagne. Donc, en Espagne, cette décision, elle est responsable. Comment ? C'est à droite, Frédéric Merz, il est à droite. Oui, je veux dire, c'est pas notre parti patriotique et c'est pas des partis qui d'habitude défendent les lignes que nous défendons, à savoir une politique zéro et intransigeante de la lutte contre l'immigration et singulièrement irrégulière. Mais ce que je veux dire sur l'Espagne, c'est que oui, nous au Parlement européen, on a demandé à ce que ces régularisations ne soient pas opérées, parce que vous avez raison de le dire, Éric Tegner, quand vous régularisez des clandestins dans un pays de l'Union européenne, vous leur permettez d'accéder à tout l'espace Schengen et l'Union européenne. Et vous prenez la France et l'Espagne, on peut prendre la France et la Belgique. Moi qui suis du Nord, on a évidemment des passages où il n'y a pas de contrôle, et c'est pour ça que nous, on avait prévu la double frontière, celle extérieure, celle des passeurs, parce que qui va se réjouir et qui va s'essuyer les mains ? C'est les trafiquants d'êtres humains qui sont des criminels et qui profitent de cette misère humaine et de cette clandestinité pour faire du beurre et leur argent dessus, et ensuite, cette contrôle intérieur que nous voulons cibler, comme là où est Jordan Florentin, c'est-à-dire à des points de passage où on sait qu'il peut y avoir de l'immigration régulière qui peut passer et sur laquelle il faut être intransigeant. L'autre information presque ahurissante que nous donne Jordan Florentin, on sait qu'il va y avoir ces régularisations massives, qu'il y a effectivement des migrants qui vont de part et d'autre de cette frontière, et Jordan Florentin nous dit il n'y a pas un policier. Il n'y a pas un policier qui fait le travail, il n'y a pas un douanier qui vérifie les allers-retours des uns et des autres. Bruno Retailleau, ce matin, était interrogé précisément sur cette décision ahurissante du gouvernement espagnol. Voici sa réponse. Lui mettra en place le rétablissement des frontières. Je le mettrai au banc des nations européennes, déjà, parce que nous sommes désormais une majorité. Je rétablirai les contrôles aux frontières. Attendez, vous dites que vous mettriez l'Espagne au banc des nations européennes ? Bien sûr. De quelle manière ? Je mettrai par la négociation, évidemment, par la négociation.
Et de quoi par la négociation? Et je rétablirai de les quoi frontières. souffrira-t-il? Et je rétablirai les frontières. Je connais bien, il y a quelques dizaines de points de passage aux frontières, à la frontière sud, entre l'Espagne et puis la France. Je rétablirai les frontières. Bon, Georges Fenech, on a presque envie de dire que c'est une décision de bon sens qui est proposée là par Bruno Retailleau, qui a bien compris que les Français ne pouvaient plus supporter ce qui est en train de se passer, tout simplement. Non, mais moi, je suis stupéfait d'apprendre par notre journaliste sur le terrain qu'il n'y a aucun contrôle. Rien, il n'a pas vu un policier, c'est ce que vient de nous dire Jordan Florentin. Vraiment, c'est assez sidérant. Donc, je pense qu'on serait peut-être bien avisé dans l'opposition aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on est quel jour? Mardi, de poser des questions au gouvernement et plus singulièrement à M. Nunes, qui est en charge de l'intérieur. Comment se fait-il que cette frontière ne soit pas contrôlée? Je ne dis pas qu'on rétablisse les frontières, un contrôle aux frontières, ce qui est tout à fait possible de le faire. Donc, et ça a été rappelé par Mathieu, ça avait été fait par l'Allemagne à l'égard de la France. Donc on voit bien qu'il y a des paroles, mais il n'y a pas d'acte réel de protection contre cette masse d'immigrés qui va venir forcément en France, puisque nous avons le régime social à l'égard des étrangers le plus généreux. Donc, ne faisons aucune illusion là-dessus. Oui, pour insister sur ce non-contrôle de la frontière. Vous savez, il faut savoir, on l'a vu avec Laurent Nunez, il était incapable de dire combien il y avait de clandestins sur le territoire français. Et aujourd'hui, les services de l'État sont incapables de le faire. En effet, c'est compliqué sur l'ensemble du territoire de retrouver des clandestins. Je tiens à dire que certains peuvent avoir une OQTF et le jour où cette OQTF est périmée, il faut retrouver ce clandestin pour lui redonner une OQTF. Mais s'il y a bien des endroits où on peut retrouver ces clandestins, ce sont bien aux postes de contrôle. Et Bruno Retailleau l'a dit, il n'y en a qu'une dizaine. Donc c'est là où on voit qu'en fait, à Paris, il y a des grands discours qui sont tenus notamment sur les plateaux de télévision, mais qu'il n'y a aucune espèce de consigne qui est donnée sur le terrain. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de nous expliquer non, les migrants présents en Espagne ne viendront pas en France. Oui, il y a une partie de latino-américains qui vont rester pour certaines raisons évidentes en Espagne. Ce sont d'ailleurs ceux qui, selon les chiffres, travaillent le plus. Mais tous ceux qui viennent notamment de Mauritanie, de Sénégal, et j'en parle parce que j'étais présent sur place et j'aurais beaucoup échangé avec des migrants, notamment dans les Canaries, ils veulent se rendre en France parce qu'ils sont francophones, parce qu'une partie de leur famille est en France. Donc c'est une évidence que c'est ce qui va arriver. Jules Torres. Moi, je pense en fait qu'il faut remercier Pedro Sanchez pour les débats que nous allons avoir, parce que cette décision de régulariser 500 000 personnes, eh bien, elle nous amène à avoir des débats extrêmement intéressants. D'abord, elle nous amène à revoir l'espace Schengen dans sa globalité, parce que c'est aujourd'hui le vrai et le seul sujet sur l'immigration illégale, parce qu'on a encore aujourd'hui beaucoup de personnes dans le personnel politique, beaucoup de personnes qui vous disent que le seul sujet c'est l'immigration illégale, alors qu'en réalité c'est évidemment les deux. Ça pose la question de l'Europe des 27 dans son fondement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut tolérer qu'un pays sur 27, alors que les 26 autres veulent moins d'immigration, veulent fermer les frontières, eh bien, nous oblige à subir leur politique, parce qu'en réalité, pourquoi il y a de moins en moins de passages, notamment par l'Italie et par la Hongrie? C'est parce que Viktor Orban, quand il était en place, eh bien, il a sécurisé toute la filière migratoire vis-à-vis des Balkans. Giorgia Meloni, depuis qu'elle est arrivée au poste en Italie, eh bien, elle a réduit l'immigration illégale de 70%. C'est pour ça notamment qu'on parle de moins en moins de Lampedusa. En revanche, il y a une filière migratoire aujourd'hui qui existe, c'est celle de l'Espagne. C'est notamment Ceuta et Melilla, qui sont deux enclaves espagnoles qui sont situées au Maghreb et qui, en effet, eh bien, vont nous faire amener un certain nombre de débats. Donc, évidemment qu'il faut rétablir ces frontières. Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'au poste de Menton, il y a une trentaine d'interpellations chaque jour. Évidemment, c'est pas assez. Moi, j'y suis allé en tant que journaliste politique. Je peux vous dire que j'allais acheter des cigarettes en Italie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun contrôle. Nous serons ce soir précisément au poste aux frontières de Menton dans ce documentaire inédit diffusé dans 100% politique. Les vrais chiffres de l'immigration, c'est à 21h ce soir sur CNews. On va vous diffuser dans quelques instants les premiers extraits. Témoignages d'abord, puisque les équipes de 100% Frontières sont allées à Stalingrad, dans le nord de Paris, interroger directement ces migrants. Témoignages d'Afghans et de Soudanais qui vivent en ce moment sous le métro parisien. Écoutez. Je suis allé ici, la France. Moi, la France, c'est de l'Arissa. Normalement, donne la France, merci beaucoup la France, donne la RSA, l'acheter, les téléphones, l'acheter normalement, tout comme ça. Donc, est-ce que des associations vous aident ici, monsieur? Des associations vous aident pour les papiers, pour faire des démarches administratives? Oui, il y a tout le papier, la France, moi, il y en a. Tout France, carte de séjour, tout ça, il y en a. Il y a des stations qui viennent par semaine de jour, il y a des médecins, tout ça, les agences.
Oui, bien sûr, elle nous aide pour voir les papiers, elle fait l'aide, elle envoie une mail à l'OFRA et tout ça partout. Et quand même, elle fait les aides pour les papiers, ouais. Je vois qu'il y a beaucoup de clandestins qui ont des téléphones portables. Comment ils ont eu les téléphones portables? Les associations qui viennent, ils donnent avec un petit téléphone, avec une carte pour appel de OPI, pour prendre rendez-vous, pour prendre du doigt. Pour ça. Donc les associations viennent et donnent les téléphones portables. Oui, c'est ça. Est-ce que les associations aident aussi pour les démarches administratives, pour avoir les papiers français? Oui, c'est pour la OPI, par la préfecture, c'est pour prendre rendez-vous, pour prendre le doigt. Après, ils donnent des cartes bancaires et le logement. Il y en a qui donnent les cartes et après, pas eu le logement, ils n'ont pas le choix, ils restent ici dans la tente jusqu'on attend le logement, pour l'endroit pour dormir au moins. Éric Tegner, les migrants, ils ont le mérite d'être honnêtes. Ils disent, si on vient en France, si on a choisi la France, c'est parce qu'il y a beaucoup d'aide, c'est parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle de pompes aspirantes. Oui, ces Soudanais, ces Afghans, ils vont évidemment pas dire « Ah non, j'ai la possibilité d'avoir le RSA, je vais travailler tout seul et évidemment, je ne vais pas toucher les aides sociales du pays. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tous ces étrangers qui aujourd'hui sont en Espagne, ils auront accès potentiellement, s'ils viennent en France, s'ils obtiennent également des papiers en France, etc. Parce qu'une fois que vous y êtes, vous avez un travail. Aujourd'hui, c'est pas finalement illégal de faire travailler des gens qui n'ont pas de titre de séjour, vont pouvoir avoir ce type d'aide sociale. Vous voyez, le début de cette émission, c'est comment on trouve des économies. Et là, on voit qu'il y a des gens qui viennent du Soudan, d'Afghanistan, qui peuvent avoir le RSA. Et pardonnez-moi pour terminer, mais ces associations qui leur donnent des téléphones, c'est pas les bénévoles qui leur donnent leur propre téléphone. Ce sont des associations souvent subventionnées. Georges, très vite, s'il vous plaît. Vous vous souvenez du mot de l'ancien ministre défunt aujourd'hui, Gérard Collomb? Il avait dit les étrangers font leur benchmarking. Ils regardent quel est le pays le plus offrant. Et il se trouve que c'est la France. Et donc, il se dirige naturellement vers la France. Je vous le disais, ce soir sur CNews, en direct à 21h, documentaire inédit, les vrais chiffres de l'immigration et les conséquences de l'immigration. Il y a les migrants qui vivent dans la rue et il y a les migrants qui sont logés par les municipalités. Souvenez-vous, l'année dernière, à Paris, 400 migrants logés à la Gaîté Lyrique. Elia, c'est cette dame qui avait son commerce juste à côté de ce théâtre parisien. Elle a tout perdu. Elle est aujourd'hui la cible de l'extrême gauche et elle témoigne dans le documentaire qui sera diffusé ce soir. Extrait. Elia, restauratrice de 40 ans, est une victime collatérale de la gestion des flux migratoires en France. Son établissement, situé à quelques mètres de la salle de spectacle La Gaîté Lyrique, a été en première ligne lors de l'occupation des lieux par plus de 400 migrants pendant plus d'un mois l'an dernier. Lorsque nous l'avons rencontrée il y a un an, Elia était à bout. La présence massive de migrants aux abords de son restaurant faisait fuir la clientèle. Son activité, elle, s'effondrait. Je n'ai plus de clients parce que les gens ne veulent pas venir quand ils voient zoner, quand ils les voient se battre. Les gens ont peur. Donc je ne travaille plus. Ça fait 3 mois qu'on a une perte de chiffre d'affaires de plus de 60%. Comme ils disent dans leur slogan, ils sont chez eux, ils partiront pas. Voilà. Et c'est moi qui suis en train de tout perdre. Donc on va faire une liquidation judiciaire parce que on ne peut plus tenir à un moment donné. Un an plus tard, nous retrouvons Elia. Les migrants ne sont plus là, mais pour cette mère de 3 enfants, la galère continue. Le plus dur, je pensais qu'il était passé. Je récupérais de la clientèle que j'avais perdue. Mais on se retrouve toujours dans une situation un peu complexe. Pour avoir pris la parole publiquement afin de sauver son commerce, elle affirme être aujourd'hui la cible de critiques et d'insultes. Certains la qualifient de fasciste et appellent au boycott de son établissement. Mes chers voisins, la Gaîté Lyrique, disent à leurs clients de ne pas venir chez moi parce que je suis une facho. Ils agressent mon serveur, ma serveuse, en leur disant que c'est un repère à facho, qu'on est des racistes. Des attaques répétées qui la blessent profondément. Bien sûr que ça fait mal, parce que moi, de base, j'ai rien demandé. De base, moi, je suis une victime, en fait. Moi, ma préoccupation, c'est mes enfants, ma brasserie. Je perds ma brasserie, je me retrouve à la rue. Côté finances, la situation est catastrophique. Le restaurant est désormais au bord de la fermeture. J'ai accumulé des grosses dettes. L'URSSAF, je suis à 55 000 € de dette à l'URSSAF. Elia a déposé plainte contre la mairie de Paris. À ce stade, aucune suite n'a été donnée. Aujourd'hui, Elia est épuisée et ressent un profond sentiment d'injustice. Le 30 mars, j'ai le huissier qui est venu m'apporter le fameux dossier de ma convocation au tribunal pour une mise en liquidation. Donc à 40 ans, je viens retourner vivre chez ma mère avec mes 3 enfants, ruinés, fauchés, dépressives, pour une situation que je ne sais pas demander.
Voilà, notez bien ce rendez-vous ce soir, 21h en direct sur CNews. Les vrais chiffres de l'immigration, documentaire suivi à 21h45 d'un débat en plateau avec l'ensemble de nos invités. Les débats justement qui se poursuivent dans quelques instants, juste après la dernière pause de cette émission. À tout de suite dans 100% Frontières. 100% Frontières en direct sur CNews jusqu'à 13h. Bruno Retailleau, candidat officiellement investi par son parti à l'élection présidentielle, veut faire reculer l'immigration légale et illégale. On en parle juste après l'essentiel de l'actualité. Somaya Labidi. 6 milliards d'euros de dépenses qui pourraient être stoppées. C'est la principale information qui est ressortie de la réunion du comité d'alerte des finances publiques qui se tenait ce matin à Bercy. Une somme qui correspond au coût estimé de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. La cérémonie d'hommage national au sergent-chef Florian Montorio, tué samedi au Liban, aura lieu ce jeudi à 11h30 au 17e régiment de Montauban. Cérémonie qui sera présidée par la ministre des Armées Catherine Vautrin et que vous pourrez évidemment suivre en direct sur notre antenne. Et puis on termine ce journal avec le temps fort de cette mi-journée. C'était il y a quelques minutes sur notre antenne. Emmanuel Macron a récompensé les membres des forces de l'ordre ayant participé à l'assaut du Bataclan lors des attentats du 13 novembre 2015. Au total, 55 policiers se sont vus remettre la Légion d'honneur par le chef de l'État. 2 présidents d'associations de victimes ont également été décorés. Merci beaucoup, Somaya Labidi. Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, commence donc tout doucement à dévoiler ce qui serait son futur projet, sa vision pour la France concernant l'immigration. Il a parlé hier soir, on l'écoute. Je ferai reculer l'immigration. Je ferai reculer l'immigration illégale, mais aussi l'immigration légale. Parce qu'il y a un lien entre les deux. L'immigration illégale, souvent, commence par l'immigration légale. On donne des visas. On est le premier pays européen à distribuer autant de visas. Quasiment 1 million de plus que l'Allemagne. Le second. On vient en France avec un visa court séjour, par exemple touriste, et on réside illégalement, on se maintient illégalement. Et donc je prendrai des mesures pour faire en sorte, par exemple, que les pompes aspirantes, on les arrête. Regardez, la sécurité sociale à 100% pour les clandestins, qu'on appelle l'aide médicale d'État. Je la transformerai en aide médicale d'urgence. Voilà, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui supporter cette immigration qui est une immigration massive, qu'on ne contrôle plus. Les chiffres sont toujours intéressants parce que les chiffres, généralement, ils sont quand même incontestables. Et ce chiffre donné par Bruno Retailleau, Éric Tegner, il est là encore ahurissant. On accorde en France 1 million de visas de plus qu'en Allemagne. Oui, c'est immense. Et on est également sur 4 millions de titres de séjour qui sont renouvelés, dont 1,4 million chaque année. Mais en effet, il a parfaitement raison. C'est-à-dire que l'immigration irrégulière, en grande partie, ce sont des gens qui voient leur titre de séjour qui ne va pas être renouvelé, mais qui choisissent de rester sur le territoire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller finalement contester la décision de la préfecture devant les tribunaux administratifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, il y a 60% des tribunaux administratifs qui sont remplis par la question du droit des étrangers. Donc c'est un autre coût qui est induit. C'est pour ça qu'il y a une énorme hypocrisie de la part des politiques qui, à chaque fois, donnent l'impression de mettre d'un côté l'immigration illégale et de l'autre l'immigration légale, alors qu'en effet, c'est exactement la même chose pour une grande partie aujourd'hui, dont le tourisme. Georges Fenech. Moi, j'ai écouté dans l'intégralité cette intervention de Bruno Retailleau. Là où il a raison, incontestablement, c'est le référendum. Il n'y aura que le référendum pour franchir l'obstacle du juge français, du juge constitutionnel et du juge conventionnel. C'est ce que proposent à la fois le RN et les Républicains. Alors tant mieux, s'il y a d'autres partis que les LR, je crois que c'est le cas, hein, on l'a proposé un peu en premier, mais je ne veux pas faire celui qui a... on va pas... voilà. Non mais on peut quand même rendre à ce qu'il y a... Non mais laissez finir Georges quand même. Marine Le Pen l'a proposé dès 2022. Allez, finissez. Non, je sais, mais c'est bien que d'autres personnes reprennent nos idées, on est content. Mais c'est très bien, peu importe. Je dis simplement que quand on voit les décisions qui sont rendues par la Cour européenne des droits de l'homme, par le Conseil constitutionnel, on pourrait les rappeler, et par le juge français également, qui lui statue sur les demandes de rétention, qui les refuse, etc. Ce qu'il faut, c'est effectivement en appeler au peuple avec un référendum qui se substitue à tous les traités, puisque c'est le peuple qui s'est prononcé. Et en plus, vous le savez, il n'y a pas d'examen constitutionnel, normalement, sur les lois référendaires. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu essentiellement, c'est sa volonté de réformer le Conseil constitutionnel et d'engager un référendum sur l'immigration.
Alors, on en a beaucoup parlé et ce sera effectivement démontré une nouvelle fois ce soir dans ce documentaire à 21h, les vrais chiffres de l'immigration. Si certains migrants arrivent à se maintenir sur le sol, à obtenir des papiers et in fine à obtenir la nationalité française, c'est parce qu'ils sont aidés par des avocats qui sont parfois pro-migrants. Eh bien, en Italie, Giorgia Meloni a pris une décision... comment dirais-je, une décision importante, symbolique et une décision inédite. En tout cas, ça ne se faisait pas jusqu'à présent. En Italie, Giorgia Meloni a eu une idée. Elle propose une prime de 615 € aux avocats qui arrivent à convaincre leurs clients de retourner dans leur pays. Amine Elbaï, est-ce que c'est un changement de stratégie qui peut porter ses fruits? Oui, je ne mets pas un centime sur cette stratégie puisque c'est contraire en réalité aux règles les plus élémentaires de la profession d'avocat et aux règles déontologiques de la profession d'avocat qui sont d'ailleurs d'ordre européen. Donc je ne souscris pas du tout à cette stratégie. Mais je voudrais simplement revenir sur quand même cet aspect et cette dimension contentieuse. Non, parce que là, pardon, on est sur la proposition de Giorgia Meloni, donc je voudrais bien qu'on reste sur ce débat-là. C'est démago. Je voudrais simplement revenir sur le vrai sujet. Alors allez-y, rapidement. Parce que le vrai sujet... aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve dans une impasse et dans un blocage administratif. Pourquoi ? Parce que lorsque l'étranger se maintient avec un visa court séjour, eh bien, à la fin des fins, le recours contre l'OQTF est suspensif. Donc, vous ne pouvez pas l'expulser le temps du traitement du contentieux devant le tribunal administratif et le tribunal administratif, lui, va annuler seulement l'OQTF. Ouais. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un ni régularisable, ni expulsable. Quant à la corruption morale de l'avocat pour convaincre un avocat d'aller convaincre son client de repartir, je ne suis pas totalement certain que ce soit une stratégie totalement payante, si ce n'est simplement renforcer le trou dans les caisses publiques. Éric Tegner, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec la proposition de Giorgia Meloni. C'est-à-dire que, pardonnez-moi, lorsque le Conseil constitutionnel permet de donner l'aide juridictionnelle aux avocats qui défendent des clandestins, on pourrait également parler peut-être de corruption morale. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, ce qu'il faut équilibrer, parce que c'est dans l'intérêt également des clandestins de rentrer dans leur pays. Le pape Léon XIV en parlait notamment en Cambodge. Mais je veux vous dire, c'est important parce que moi, jeudi dernier, je n'étais pas dans 100% Frontières. Pourquoi ? Parce que j'ai passé toute la journée devant une dizaine d'avocats en droit des étrangers qui m'ont traîné devant les tribunaux, devant tous les syndicats d'avocats, d'ordre du barreau, etc. Et croyez-moi, pendant 9 heures, c'était passionnant. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des avocats qui ont reparlé des années 30, qui ont fait un procès en fascisation, qui ont essayé d'expliquer que le pays basculait complètement, que finalement c'était très dur de rentrer en France, que ce n'était pas une passoire. C'est-à-dire que j'ai vu des avocats totalement idéologisés et qui en effet aujourd'hui, tout simplement d'avoir parlé d'eux. C'est-à-dire qu'en parlant d'eux, soi-disant, on les met en danger. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il y a un système, il y a un état profond de l'immigration qui permet à des clandestins de rester sur le territoire français. Et ça va en effet des associations subventionnées jusqu'aux avocats qui sont aidés grâce à l'aide juridictionnelle. Ça fait partie de ce qu'on appelle, les pompes aspirantes. Autre exemple, Philippe Baptiste. Philippe Baptiste, c'est le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lui, il émet une idée. C'est vrai que jusqu'à présent, il ne s'est pas fait spécialement connaître pour ses idées, ou en tout cas, elles n'étaient pas particulièrement bonnes, ces idées. Donc là, il surprend un peu, puisqu'il veut majorer les droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Il veut mettre fin aux exonérations massives des droits d'inscription des étudiants étrangers. Concrètement, ça veut dire que la majorité des étudiants extra-communautaires, des étudiants qui ne font pas partie de la communauté européenne, aujourd'hui, leurs frais d'inscription, c'est 178 €. Si la réforme passe, on passera à près de 3 000 €. Ça aussi, Hélène Rouet, ça fait partie de ce qu'on appelle les pompes aspirantes. Et ce sont les Français qui payent les études des étudiants étrangers. Oui, c'est ça. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10% des étudiants qui sont extra-européens qui payent justement ces frais qu'ils devraient normalement payer. Et en fait, Philippe Baptiste annonce dans Le Parisien qu'il veut inverser la tendance et il veut dire on pourra créer une exception éventuelle seulement pour 10% d'entre eux, dans des cas où ils sont plus précaires, etc., boursiers, etc., où là, ils n'auront pas à payer les frais. Donc en fait, Philippe Baptiste l'avait inversé la tendance. Maintenant, ça n'est pas fait. Il faut savoir que l'ancienne ministre aussi de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, déjà essayé par décret, que la mesure n'avait pas pris, parce que tout simplement aujourd'hui, il faut comprendre que sur 78 universités, il y en a seulement une quinzaine qui appliquent la loi telle qu'elle devrait être appliquée. Et en plus, là maintenant, il y a évidemment... Vous doutez bien que les syndicats étudiants vont monter au créneau. L'UNEF a déjà annoncé une mobilisation, et donc ça n'est pas encore fait malheureusement. Oui, mais il y a une chose, moi je pourrais proposer modestement, c'est-à-dire que, étant donné que l'immigration est une chance,
que toutes ces personnes viennent enrichir le pays. On devrait plutôt leur faire un prêt avec un taux d'intérêt intéressant. Et parce que ces personnes vont devenir en effet des génies, vont s'occuper de devenir des grands entrepreneurs, eh bien ils vont pouvoir, une fois avoir terminé leurs études, rembourser avec intérêt à l'État. La vérité, c'est que ça, ils ne le proposent pas parce qu'en effet, derrière, souvent, il y a de la précarité. Il faut dire, Jules Torres, que si on demande aux étudiants étrangers de payer une partie seulement de leurs études, seulement 30%. Si on leur demande de payer 30% du coût de leurs études, ça rapportera à la France 250 millions d'euros par an. Ah non, mais moi je trouve que c'est une excellente mesure. Et d'ailleurs, en effet, ça m'a étonné que ça vienne de la part de Philippe Baptiste, qui a quand même, depuis son arrivée au ministère de l'Enseignement supérieur, plutôt brillé par son inaction ou par son silence, notamment pendant l'affaire Balanche, où vous savez, c'est ce professeur de Lyon qui avait été menacé par des nervis d'extrême gauche et qui n'avait même pas pu faire son cours. Et M. Baptiste avait mis 2 semaines à réagir. Donc évidemment que les droits d'inscription, il faut évidemment les augmenter. Moi, je suis même pour qu'on les augmente bien davantage parce qu'on a dans nos écoles une part beaucoup trop importante d'étudiants étrangers. Alors bien souvent, évidemment, ils repartent. Mais par exemple, on prend souvent l'exemple, là, c'est pas le public en l'occurrence, c'est Sciences Po. On prend l'exemple de Sciences Po qui, normalement, est là pour former nos élites intellectuelles et nos élites politiques. Mais aujourd'hui, à Sciences Po, vous avez 50% d'étudiants étrangers, donc qui sont formés, eh bien, pas pour diriger les grands corps de l'État, pour ensuite peut-être faire l'ENA, enfin l'INCP, l'INSP, pour ensuite aller à Polytechnique ou dans d'autres, ou à l'école normale supérieure. Donc il y a ce vrai sujet aujourd'hui de la surreprésentation des étrangers dans les écoles et notamment les écoles publiques. Mathieu Vallée, est-ce que le Rassemblement national va soutenir cette proposition du gouvernement ? Écoutez, sur ce sujet-là, oui, alors Philippe Baptiste, j'ai fait un débat avec lui, il n'est pas désagréable, mais c'est vrai qu'il ne brillait pas par des propositions particulièrement marquantes. Mais là, oui, non, mais tant mieux. Mais Marine Le Pen l'avait dit aussi sur certaines filières où elle a été moquée, la sociologie ou d'autres filières universitaires qui sont embouteillées et qui ne débouchent pas, honnêtement, sur du travail de masse et sur lesquels, évidemment, on envoie des étudiants, déjà les propres étudiants nationaux dans des filières bouchées. Là, effectivement, que c'est dans le bon sens, c'est ce genre de mesure. Mais c'est dommage, encore une fois, que ça arrive très tardivement, après presque 10 ans de Macronie. Donc je ne comprends pas que des mesures de bon sens n'aient pas été appliquées depuis un certain nombre d'années. Mais j'ai bien compris qu'il y avait des syndicats. Il y avait des syndicats à la manœuvre. Simplement, l'idée reste effectivement intéressante sur le papier. Mais le vrai sujet sur les finances, et c'est un sujet sur lequel travaille l'Office française pour l'immigration et l'intégration. Vous savez que vous avez pour la plupart de ces étudiants qui sont pour la plupart en échec scolaire et d'ailleurs coûtent très cher au système de l'enseignement supérieur parce qu'en réalité, beaucoup ont du mal à s'intégrer et beaucoup d'ailleurs redoublent leur année, ce qui coûte 2 fois plus cher d'ailleurs à l'enseignement supérieur. Et lorsque vous proposez à ces étrangers de retourner chez eux, eh bien vous avez l'OFII qui propose une aide au retour volontaire. Eh bien cette aide au retour volontaire qui est quand même assez conséquente, c'est entre 2 et 5 000 euros par étranger, eh bien les étrangers ne la prennent pas cette aide. C'est pour ça que j'étais tout à l'heure pas d'accord avec le sujet de Mme Mélanie, parce qu'en réalité, vous pouvez déployer l'argent que vous voulez. Ils n'apprendront pas. Le simple fait de se maintenir sur le territoire national coûte beaucoup plus cher moralement qu'une aide financière. Et s'ils doivent payer leurs études, ils ne viendront pas. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, sur Campus France, depuis l'étranger, désormais, on demande effectivement des garanties financières. Ça ne va pas assez loin parce que, en réalité, les moyens, le personnel consulaire n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir contrôler la réalité des ressources qui sont déclarées à l'entrée. Il nous reste quelques minutes pour évoquer cette autre information extrêmement importante. Elle concerne des fuites de données, puisque le portail ANTS, qui gère les cartes d'identité et les passeports, a été visé par une attaque informatique qui a eu lieu le 15 avril dernier. La France fait face d'ailleurs à une épidémie historique des fuites de données. Nous sommes en direct avec Denis Jacopini. Bonjour Denis Jacopini, vous êtes expert judiciaire spécialisé en cybercriminalité et protection des données. Vous êtes l'auteur également de ce livre Cyberarnaque qui a été paru chez Plomb. Pourquoi la France est l'un des pays les plus visés par ces cyberattaques qui mettent donc en danger la sécurité numérique des Français? Alors, ce n'est pas le pays le plus visé, mais en effet, ça fait partie des pays les plus visés parce que l'éducation, en fait, des Français est un petit peu en retard quand même. On a été un petit peu long à la détente en matière d'équipement et on est aussi un petit peu long à la détente en matière de cybersécurité. C'est en fait une question de comportement. Les produits sont présentés comme
des choses très simples à utiliser, où en gros on appuie sur un bouton, le plug and play, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque ça avait été présenté, le but c'était de pouvoir s'adresser au plus grand nombre d'utilisateurs, même sans aucune compétence, on pouvait utiliser les outils. Et malheureusement, en fait, cette culture de la sécurité, c'est quelque chose qui a pris aussi également du retard par rapport à d'autres pays, mais en même temps, la cybercriminalité n'a pas de frontières, donc ce risque, il est absolument partout. La France, je pense que ne fait pas partie non plus des plus en retard, d'autant plus que ça fait partie des rares pays qui disposent d'une agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui s'engage en matière de proposition d'outils, de proposition de procédures, mise à disposition de guides. Il y a aussi le Canada qui est vraiment très en avance sur ça. Denis Jacopini, pardon, je vous coupe parce qu'on est un peu pris par le temps, mais j'ai une question importante à vous poser. Que viennent chercher dans ces cyberattaques les auteurs de ces cyberattaques? Qu'est-ce qu'ils cherchent en volant les données des Français? Comment est-ce qu'ils les réutilisent, ces données? Alors, est-ce que vous m'avez entendu? Alors, est-ce que Denis Jacopini m'entend? Je vous repose la question. Il est clair qu'avoir des données... Allez-y, répondez. Oui, mais j'ai l'impression que ma connexion Internet... Bon, alors écoutez, il y a un décalage, donc on va en rester là malheureusement avec Denis Jacopini, mais Éric Tegner, vous me disiez, je peux répondre à cette question, parce que s'il y a des vols massifs de données, c'est que les auteurs de ce cyberattaque se servent à grande échelle des informations des Français. Oui, l'énorme problème, c'est que la NTS, c'est une administration. Donc normalement, ces personnes auraient dû être formées, ça devrait être sécurisé. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu, ces hackers, cibler ces données? Parce que ces données, ce sont par exemple votre prénom, votre nom, votre date de naissance, des informations. Et donc à partir de cela, les hackers vont pouvoir faire ce qu'on appelle du phishing auprès directement des Français. Parce que lorsque vous recevez un SMS, on vous dit, par exemple, on vous donne vos informations personnelles, etc., vous êtes mis en confiance. Vous vous dites, c'est une administration qui me dit, par exemple, il faut que tu changes ton mot de passe de France Connect, etc. Et dans ce genre de cas, vous allez cliquer sur le lien et à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans la panade. C'est-à-dire que l'objectif, évidemment, derrière, c'est d'obtenir des informations financières. C'est de vous permettre de vous dire, écoutez, vous allez renouveler, etc., vos codes bancaires, etc. Donc c'est évidemment derrière un objectif d'arnaque financière. En un mot, Georges Fenech. En un mot, la cybercriminalité, c'est en pleine explosion. Nous avons tous été victimes au moins une fois d'une tentative. Plusieurs fois par jour, je reçois des mails très suspects. Tout le monde, évitez évidemment. de cliquer, évidemment. Et donc, on a des agences comme l'ANSSI, par exemple, qui surveillent les organisations d'intérêt vital en France. On pense aux eaux, on pense au nucléaire, etc. Mais ce qui vient de se passer est encore une fois très inquiétant. Ce soir, à 21h, le rendez-vous à noter sur CNews, documentaire inédit, les vrais chiffres de l'immigration, nouvel et dernier extrait que nous vous proposons en avant-première. Les équipes de Guillaume Janton se sont rendues à la frontière, cette fois franco-italienne, à Menton précisément, pour constater les frontières, pour constater que ces frontières sont extrêmement poreuses. Menton, dans les Alpes-Maritimes, est la première porte d'entrée de l'immigration irrégulière en France métropolitaine, avec pas moins de 15 000 interceptions par an. À la frontière avec l'Italie, nous retrouvons la députée fraîchement élue maire, Alexandra Masson. Alors ici, on est à la porte d'entrée de l'Italie vers la France. On vient d'arriver donc juste au poste frontière. Nous avons la direction des polices aux frontières qui est juste derrière nous. Et c'est là que se gère la totalité donc, des arrivées et des sorties des migrants. Il y a encore quelques années, cette frontière était particulièrement perméable. De nombreux migrants en situation irrégulière parvenaient à passer sans difficulté. Mais un événement politique à l'échelle européenne est venu changer la donne. C'est vrai qu'après l'élection de Mme Meloni côté italien, on a vu petit à petit malgré tout une déflation de presque la moitié de passage sur l'année 2025. Donc sur le principe, c'est une bonne nouvelle. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, défend une ligne plus stricte en matière d'immigration, avec l'objectif de renforcer les contrôles et de limiter les arrivées. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous allez me dire qu'il ne resterait pas en Italie.
Pourquoi venir en France? Eh bien parce que tout simplement les aides sociales en Italie, entre autres, et les aides en général sont beaucoup moins importantes que ce qu'elles ne le sont en France. Ici en France, ils sont accueillis, ils sont hébergés, ils ont des aides, ils peuvent subvenir à leurs besoins sans être obligés de retourner dans leur pays ou de faire autre chose. Donc c'est pour ça qu'il y a cette aspiration entre l'Italie et la France. Parmi les 15 000 interceptions enregistrées, environ 10% concernent des migrants se déclarant mineurs. Ils sont alors pris en charge par les services de protection de l'enfance, aux frais de l'État. Un mineur isolé dans le département des Alpes-Maritimes, c'est entre 50 et 55 000 euros par an. Donc ça veut dire que quand vous avez 100 mineurs isolés dans le département, ce qui est la moyenne actuelle, eh bien c'est un complexe sportif que vous ne réalisez pas, un collège, puisque ça dépend du département, que vous ne pouvez pas réaliser. Le statut de mineur non accompagné, il est extrêmement attractif. Être reconnu comme mineur non accompagné, c'est être pris en charge intégralement par l'aide sociale à l'enfance. Ça veut dire le logement, la nourriture, la formation. C'est une sorte de prise en charge familiale plus. C'est aussi une voie d'accès privilégiée à la nationalité française, parce que quand vous êtes un mineur non accompagné qui a été pris en charge pendant 3 ans par l'aide sociale à l'enfance, vous avez le droit, de plein droit à la nationalité française, il vous suffit de la demander. Documentaire à suivre donc en intégralité ce soir à 21h sur CNews, les vrais chiffres de l'immigration. Bonjour Pierre de Villeneuve. Bonjour Johan. Au sommaire de Midi News aujourd'hui. Au sommaire, 6 milliards, vous les avez? Voilà, moi non plus, le gouvernement les cherche, 6 milliards d'euros, c'est le coût de la guerre. On analyse ça dans Midi News. Bonne émission à vous. Merci à vous, messieurs, dames, d'être venus sur le plateau de 100% Frontières. À ce soir, Eric Wegner. Merci, Johan. À ce soir. À ce soir, 21h, 100% Frontières. Très belle journée à tous.